bonsoir. Je vous propose qu'on démarre la conférence en petit comité, intime, petit workshop de présentation d'un essai que j'ai rédigé, que j'ai écrit sur les 2-3 années qui viennent de passer, et qui arrive en écho à la dernière intervention que j'ai faite à la IR. En fait, il y a 3 ans, je suis intervenu déjà pour faire une petite rétrospective sur mon parcours depuis que j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école de la IR en 2000. J'ai quitté l'atelier didactique visuel en 2000. Et donc, j'étais déjà intervenu pour parler plutôt de mon parcours, on va dire, d'investigation. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, j'ai plutôt une démarche et un parcours et une activité d'investigation dans des milieux politico-économiques. Et je m'étais concentré là-dessus la dernière fois où je suis intervenu. Et j'avais terminé cette intervention en tirant quelques pistes sur d'autres formes d'investigation que je menais déjà à l'époque et dont je vais parler plus en détail aujourd'hui. D'autres formes d'investigation qui sont plus portées pour le coup sur des immersions en milieu naturel où mon corps devient le propre objet d'investigation. Donc ce qu'on va évoquer ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est finalement le résultat d'une quinzaine d'années d'immersion et de réflexion. Immersion dans un tas de milieux différents qui sont plutôt des forêts, des univers de ce type-là, accompagné d'une réflexion assez profonde et que j'ai mis du temps finalement à formaliser et à décanter et qui a pris la forme d'un essai qui s'appelle Les chemins de la décivilisation. Je vous expliquerai pourquoi ce titre. C'est bien Les chemins de la décivilisation parce que je considère qu'il n'y en a pas qu'un, mais autant que nous sommes. Et pourquoi ce partage aussi au travers de cet ouvrage? C'est vrai que quand on part s'immerger en profondeur dans la nature, dans la forêt, à un moment donné, c'est un peu comme l'ivresse des profondeurs, on pourrait être tenté d'y rester, de ne pas revenir. Parce qu'on est bien en fait. Je vous expliquerai un petit peu comment je mets en œuvre ce protocole d'immersion, puisque c'est un vrai protocole. J'ai quand même toujours gardé en tête une phrase très importante qui m'a marqué, que j'ai entendue ici, de la bouche d'un enseignant en histoire des idées, qui n'est plus professeur ici aujourd'hui, mais qui s'appelle Pierre-Paul Constantini. Une des phrases clés qu'il avait, une des graines qu'il a plantées en fait dans ma tête il y a 20 ans, 25 ans, c'est que toute expérience vaut la peine d'être vécue pour peu qu'on puisse revenir la partager. Et quelque part, je trouve ça extrêmement important en termes de démarche humaine, de démarche de partage, de se dire, ok, on peut mener n'importe quelle expérience, n'importe quel type d'expérience, mais ce qui vaut le coup, c'est surtout de pouvoir venir en parler. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou vu l'œuvre, le film, le livre Into the Wild, où quelqu'un, finalement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tant pis, il meurt à la fin. Il meurt tout seul dans son bus, empoisonné parce qu'il mange des plantes qui sont toxiques. Et il avait voulu vivre cette expérience d'immersion seul. Et les dernières paroles qu'il a, ou qu'il grave quelque part dans du bois, ou avec les dernières forces qui lui restent, c'est ça, c'est qu'en fait, tout ce qu'il a regretté, c'est de ne pas avoir pu partager cette expérience. Donc c'est important aussi pour moi de partager et de transmettre. Et de parler de ce que j'en retire. Donc on s'inscrit dans un processus de transmission. Écrire un livre, c'était pas écrit au départ. J'ai écrit cet ouvrage comme j'aurais pu faire plein d'autres choses pour partager et transmettre. C'est aussi le produit et le fruit d'une rencontre. À un moment donné, j'ai rencontré une éditrice. Je suis pas allé la chercher, j'ai pas cherché un éditeur. On s'est rencontrés et les choses se sont formalisées comme ça. C'était il y a 2 ans. Je pense que j'étais prêt, j'étais mûr, même si ça faisait déjà 15 ans que je travaillais sur ces sujets-là. Donc et je pense que c'est important aussi de parler du processus d'élaboration d'un essai, puisque c'est un travail qui a pris 2 ans, dont 1 année consacrée, on va dire, à l'architecture. Comment concevoir, organiser, travailler l'architecture de l'ouvrage, finalement le parcours de mon lecteur. Toutes des choses auxquelles je n'avais pas vraiment pensé, en fait, et que cette éditrice m'a amené à faire. J'ai découvert que ce travail est vraiment un travail en tandem, quelque chose qu'on ne fait pas seul dans son coin. L'auteur n'est pas seul dans son coin. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment un travail de co-construction et d'architecture en équipe, même si l'équipe était constituée de 2 personnes. Donc 1 an de travail sur l'architecture et puis finalement derrière une petite année de rédaction, d'écriture. 1 an, ça paraît à la fois peu et beaucoup. 1 an, c'était aussi le temps dont j'avais besoin pour redonner forme à cette matière qui est somme toute assez complexe. Et donc je vais un petit peu vous dévoiler la matière aujourd'hui. On va parcourir ensemble un petit peu la trame de cet ouvrage.
Et puis, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, je vous invite à le lire avec un esprit bien reposé et un peu de disponibilité de bande passante. Cela dit, je pense qu'ici, vous êtes tous habitués à lire des essais de tout type. On est dans une collection de sciences humaines. Les sciences humaines, c'est pas l'œuvre ésotérique. Par contre, on va quand même déborder sur des sujets qui touchent au chamanisme, mais dans une collection de sciences humaines. Donc ça a du sens de dire qu'on est dans un univers d'anthropologie, de sociologie, de philosophie, d'économie, un peu à cheval entre tout ça, de poésie parfois, avec un parti pris de repenser un petit peu, de déconstruire de fond en comble la société dans laquelle on évolue, et puis de proposer une nouvelle voie pour la traverser. Donc, dans cet ouvrage, je suis parti finalement d'un constat et que je vais partager avec vous. C'est toute la première partie du livre qui s'appelle Une chronique d'une déconnexion. C'est en fait comment l'être humain est parvenu, au fur et à mesure de son processus de civilisation, et donc finalement d'élaboration de sa civilisation. Je parle de notre civilisation, je ne parle pas de culture autre que la civilisation occidentale. C'est là d'où je parle et c'est là d'où je pense. Cette civilisation-là a produit un être humain totalement déconnecté de la Terre. C'est un fait. Simplement, ce fait, j'ai voulu le documenter et l'investiguer. Je vous ai dit au départ que j'avais une pratique d'investigation. La première investigation a consisté pour moi à aller tracer dans notre histoire d'être humain comment on en était arrivé à être aussi déconnecté de la Terre. On n'y est pour rien. On est le produit d'une évolution de notre société, de notre civilisation. Simplement, je voulais savoir comment on en était arrivé là. Parce que on constate tous qu'on fait face à un désastre écologique qui prend des formes multiples. On voit un effondrement de la biodiversité, on voit un réchauffement climatique, on voit un tas de choses qui se manifestent et qui, pour le coup, entraînent très peu de réactions. Quelques réactions à la marge. On voit bien que le concert des nations a du mal à s'organiser pour réagir de manière coordonnée à ce désastre écologique auquel on fait face. Don't look up, certains disent. On n'a pas encore trouvé le moyen de... On n'arrive pas à réagir. Et pourquoi on n'arrive pas à réagir? C'est parce que je pense qu'on est devenu complètement insensible, sourd à la Terre. On ne sait plus lui octroyer ni sens ni attention. Et la question que je me suis posée, c'est comment on en était arrivé à devenir aussi sourd à la Terre et aussi, insensibilisé. On a une sorte de résistance cognitive qui fait qu'on ne réagit pas aux appels extérieurs de la Terre, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit toutes les catastrophes qu'on peut observer localement. Et donc je suis allé sonder dans notre histoire comment on était arrivé là. Donc la question que je pose, en fait, elle est assez simple, c'est finalement comment, à mesure que nous avons dompté notre planète, qu'on est parvenu à améliorer notre confort, notre qualité de vie, comment, ce chemin faisant, en améliorant nos conditions de vie sur Terre, on en est arrivé à progressivement quitter la Terre. Et sans pouvoir aujourd'hui être capable de lui accorder ni sens ni attention. On va remonter un petit peu loin, en fait, dans l'histoire de l'être humain. On va remonter aux premières... Enfin, c'est ce travail que j'ai fait dans cet essai, d'aller chercher au plus profond de ce qu'on pouvait tracer dans l'histoire de l'humain, qui... alors, on ne va pas rentrer dans des considérations de paléo-anthropologie un peu chiantes, mais quand même, il faut parler un petit peu de chiffres et de données. Les premiers primates, c'était il y a 70 millions d'années, on en descend tous. Les premiers animaux proches de l'homme, c'est il y a 6 millions d'années, ça donne des échelles de temps aussi. Et le premier animal du genre Homo, c'est il y a 2,5 millions d'années. Donc ça fait quand même un certain temps qu'on évolue sur la planète. On ne parle pas d'histoires qui ont quelques milliers d'années, mais quelques millions d'années. Et à cette époque, on est encore en immersion totalement harmonieuse et symbiotique dans l'écosystème dans lequel on évolue, sur notre planète. Il n'y a pas de distinction entre l'être humain, le milieu dans lequel il vit et la connaissance qu'il en tire. Il fait connaissance tout en faisant vie et tout en évoluant à l'intérieur de cet écosystème. Il n'a pas le choix parce qu'il faut qu'il dompte le chaos ambiant et il est au milieu d'espèces qui lui veulent du mal. Il affronte des problématiques de température, de climat, enfin c'est pas très confortable. Et il s'organise pour résister à ce chaos ambiant. Et en résistant à ce chaos ambiant, il parvient, tant bien que mal, il y a une centaine de milliers d'années,
à opérer à ce qu'on appelle un retournement de la chaîne alimentaire. L'être humain se positionne au-dessus de la chaîne alimentaire. En faisant ça, il quitte le milieu, il n'est plus au milieu, il est au-dessus. Première chose, premier acte fondateur finalement de ce décrochage de la Terre, en se plaçant au-dessus des autres espèces qu'il arrive à prendre de vitesse en fait. Il les prend toutes de vitesse par son évolution fulgurante et par certains traits de son physique. Il les prend de vitesse et il se place au-dessus de la chaîne alimentaire. Donc en faisant ça, il quitte le milieu, il se place au-dessus, il n'est plus dans la Terre, mais il commence à l'organiser depuis le dessus, avec des capacités physiques qui sont le fait qu'il se tient debout, ce qui est très différent des autres espèces. Il a la capacité d'observation qui sont du coup démultipliées, il peut voir beaucoup plus loin, il a des mains qui sont libérées pour faire beaucoup de choses, et il a aussi quelque chose de très particulier, qui est cette capacité à s'organiser en société, en micro-société. À l'époque on parle de micro-société, mais il va aussi prendre le dessus parce qu'il est capable de s'organiser pour finalement élaborer des stratégies pour dompter son milieu. Et également, chose importante, d'où l'image que j'ai mise en fond, le feu fait partie des éléments déterminants du décrochage de l'être humain de la Terre. À partir du moment où il dompte le feu il y a 300 000 ans à peu près, il s'arroge le droit de transformer l'environnement dans lequel il évolue. À coup d'embrasement, il transforme le milieu et il commence finalement de manière décisive à dire non à la Terre. Donc c'est également cet acte fondateur que je voulais poser, qui pour le coup est encore plus ancien. Donc là on est sur une première séquence chronologique, temporelle. Il y a 100 000 ans, l'homme prend le dessus, il retourne l'écosystème à son bénéfice, et il se place au-dessus du monde. Il n'est plus sur Terre, il est au-dessus. La deuxième époque sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, et là on est beaucoup plus proche de nous, c'est ce qu'on appelle le néolithique, à savoir cette époque où l'être humain commence à se sédentariser. Sédentariser, sédérer, ça veut dire, l'étymologie, il s'assoit. Littéralement, sédentaire, sédérer, c'est je m'assois, je m'arrête. J'arrête d'arpenter le monde dans lequel j'évolue, je me pose quelque part. Et en me posant quelque part, je restreins mon horizon terrestre, je restreins mon horizon cognitif, je restreins ma connaissance de l'écosystème à quelques plantes que je vais cultiver et consommer, et à quelques espèces animales que je vais cultiver et consommer. Et je vais commencer à évoluer dans un monde en modèle réduit, un micro-monde, une micro-modélisation de la Terre que je vais tenter de maîtriser en me consacrant à longueur de journée à cultiver quelques espèces de plantes, en m'alourdissant considérablement d'un certain nombre d'outils que je vais fabriquer pour toujours mieux m'approprier la Terre et la dominer. Cette autre forme d'appropriation de la Terre, c'est vraiment la logique d'appropriation et de propriété. À partir du moment où je cultive la Terre, je commence à délimiter des territoires qui m'appartiennent. La Terre n'est plus un ensemble vaste et infini, c'est plus un tout, c'est des portions. La Terre est mise en portions, appropriée par un certain nombre de propriétaires. Cette Terre m'appartient. Et puis je la protège parce qu'elle m'appartient. On est chez moi, je mets des clôtures, j'ai peur. J'ai peur pour ma récolte, j'ai peur pour mes réserves, j'ai peur qu'on vienne m'attaquer, j'ai peur de l'étranger, j'ai peur. Donc, je mets des clôtures et je me cloisonne. Je découpe, je délie et je me spécialise. On est dans une logique où l'être humain commence à vraiment développer la spécialisation. On n'est plus sur des êtres humains qui ont une capacité à faire plein de choses de manière polyvalente, mais on est à l'époque où l'être humain développe la spécialisation, c'est-à-dire qu'il va être potier, charpentier, agriculteur, il va avoir une spécialité. On est en train de fragmenter aussi la connaissance en petits îlots de spécialité. Et c'est pas du tout anodin. On est aussi en train de développer une forme de connaissance qui est beaucoup plus liée à ce qu'on appelle chez les Grecs la technique. Je maîtrise une technique, un savoir-faire. Je suis plus en train d'interagir avec le monde dans sa totalité, immergé en symbiose. Je maîtrise des matériaux pour obtenir un résultat sur un élément local de la Terre. Et là, on est il y a 10-12 000 ans. Et on est quelque part les héritiers évidents de cette période-là. On est aussi à ce tournant où on commence à inventer, développer ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire l'administration de la Terre et de ce qu'elle produit, dans une logique de répartition, distribution, attribution.
on en est arrivé là, à cette époque de l'ère sédentaire, parce qu'on a eu aussi les capacités intellectuelles qui nous l'ont permis. Et là, je fais un petit retour en arrière. Je remonte un petit peu en arrière sur quelques dizaines de milliers auparavant, à cette époque qu'on appelle la révolution cognitive, et cette époque où finalement l'humain développe le langage parlé, tout d'abord, et puis le langage écrit dans un deuxième temps. J'appelle cette partie les mots, les choses, le grand clivage. C'est le moment où finalement les mots vont venir découper la Terre en autant de concepts et d'éléments pour pouvoir les nommer. Au départ, de manière orale. Le langage, il est d'abord oral. Le langage est parlé. À coup de claquements de langue et de claquements de palais, on arrache des morceaux de connaissances à la Terre qu'on partage à nos tiers. On crée des mots pour partager des choses qu'on a compris sur la Terre, avec un premier niveau de langage qui est finalement un langage plutôt descriptif. Je vais te décrire ce que je peux voir. Je vais décrire cette rivière. Je vais décrire ce chemin où tu vas trouver de la nourriture. Je vais décrire à mes pairs cet endroit où il y a un danger, où il y a une opportunité. Mais on a un premier niveau de langage qui est beaucoup plus, on va dire, descriptif, formel, factuel. Mais on crée des mots pour décrire les choses. Et c'est pas anodin du tout que de créer des mots pour décrire les choses, parce qu'à partir de ce moment-là, les choses quittent la Terre pour circuler dans le langage. On arrache des morceaux de la Terre, on les fait circuler dans le langage. À partir du moment où je dis un arbre, je dis qu'un arbre existe, je l'ai découpé de son continuum. Il n'existe plus au sein de ce tissu de relations qu'il entretenait avec les autres arbres, avec les racines, avec les champignons, avec avec l'ensemble de l'écosystème avec lequel il évolue. Je considère qu'un arbre existe. Et à partir de ce moment-là, je divise l'univers local en portions. Il y a un autre niveau de langage qui émerge à ce moment-là, un peu plus tard, c'est un langage plutôt, on va dire, de nature sociale et qui porte sur les relations que les êtres humains entretiennent les uns aux autres. À cette première couche de langage qui est plutôt descriptive du monde dans lequel on vit, l'humain rajoute une couche de langage qui porte sur ses comparses et ses compères. Il passe beaucoup de temps à parler, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est tous ceux qui ont pu mener des recherches sur le langage et son émergence, ils passent beaucoup de temps à parler les uns des autres, pour finalement savoir ce que pensaient des autres, ceux avec qui je peux m'entendre ou pas, ceux qui sont en train de me préparer un coup dans le dos, ceux avec qui je vais pouvoir cheminer, ceux avec qui je vais partager le destin ou pas, ceux qui font partie de ma tribu. On parle beaucoup de temps à parler les uns des autres. Et puis il y a un troisième niveau de langage qui est en fait une sorte de troisième couche linguistique qui se surajoute, qui est le langage qui porte sur les choses qui n'existent pas. On a parlé des choses qui existent, qui décrivent dans une forme de langage l'univers dans lequel on évolue. On a parlé de ce langage qui parle des êtres humains avec lesquels je partage ma vie et mon destin. Et puis il y a ce troisième niveau de langage qui est celui qui parle des choses qui n'existent pas, qui sont les mythes, qui sont les... On parlera aussi de religion en un deuxième temps, mais qui servent à donner des explications à ce sur quoi on n'a pas d'explication. Et chemin faisant, ce langage contribue à découper le monde en autant de portions que l'on peut comprendre. Et je me suis penché sur l'étymologie du mot symbole, qui est quelque part ce qu'on crée quand on crée un mot. On associe un mot à une chose au travers d'un symbole. Le symbole, c'est ce qui symbolé en grec, c'est ce qui associe. Le symbole est aussi diabolique. Le symbole, il est aussi diabole. Diabole, c'est celui qui divise. Pourquoi ? Parce que le diabole se jette entre moi et la chose. Je ne suis plus dans une relation immédiate avec l'arbre, je ne suis plus dans une relation immédiate avec le chemin ou l'univers, je le médiatise par quelque chose qui se jette entre moi et la chose et la terre. Le symbole est diabolique. Et c'est quelque chose qui est dialogique. Il y a deux logiques qui coexistent. Le symbole associe et divise tout à la fois. Ça, c'est le langage parlé. Mais on va aussi arriver à une période où on invente le langage écrit. Et là, c'est totalement corrélé à cette époque dont on parlait juste avant, qui est l'époque de la sédentarisation, de l'invention de l'agriculture. Et de ce moment où on va commencer à devoir gérer des stocks parce qu'on est capable de produire beaucoup plus qu'on a besoin de consommer. Donc les premières traces qu'on a de langage écrit, c'est finalement des tablettes sur lesquelles on quantifie des quantités. On va quantifier des quantités de grains, de stocks, et on va quantifier aussi des impôts qu'on va percevoir. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait ça ?
Une invention du langage écrit qui sert à administrer les choses du monde. On a une totale corrélation entre l'invention du langage et l'invention de l'économie et de l'économisation de la Terre. On n'est plus dans une Terre systémique, globale et holistique, on est dans une Terre administrée par ceux qui en ont ou qui s'en arrogent le pouvoir, ceux qui vont percevoir l'impôt, ceux qui vont se donner le pouvoir de percevoir l'impôt et qui vont graver dans des tablettes ceux qui leur doivent quelque chose. Les premières tablettes qu'on trouve, c'est ça. Ce langage écrit, qui est aussi ce langage des chiffres, c'est un langage qui fragmente, administre, attribue, distribue, découpe la terre en autant de morceaux et de portions qu'on peut répartir. On est vraiment dans les logiques profondes de l'économie. L'oikos, logos, l'étymologie c'est quoi? C'est ça, c'est l'oikos nomos, pardon. L'oikos c'est la terre, mais c'est aussi l'habitat, c'est la maison dans laquelle je vis. Quand on creuse encore plus loin, l'oikos, voikos en sanskrit, c'est mon clan, ma tribu, ma famille. Et nomos, c'est cette façon de l'administrer. L'économie administre la façon dont j'interagis avec mes pairs, ma tribu et la terre sur laquelle je vis. On invente ce mot et on invente le langage avant même d'inventer ce terme qui verra le jour beaucoup plus tard. L'oikos, logos, l'écologie. Cette façon qu'on pourrait avoir d'interagir de manière pleine et intense avec la terre dans laquelle on évolue. On a oublié de l'inventer, on avait déjà inventé l'économie. Avec le langage, je ne suis plus dans une expérience directe du monde, je suis dans une expérience médiatisée. Je ne suis plus dans une expérience de l'infini et de l'inconnu immédiate et totale. Je suis dans une expérience qui est médiatisée par des grands textes qui ont des réponses sur tout. Les grands textes fondateurs des mythologies et des grandes religions ont des réponses sur tout. Ils nous apportent des réponses sur ce sur quoi on n'en a pas. Sur l'infini, sur la mort, sur le temps. Donc on pense notre rapport à la Terre au travers de ces textes qui ont des réponses sur tout pour nous. Je fais que tracer finalement l'histoire de notre civilisation et de la façon dont on a peu à peu finalement décroché de la Terre. Et chaque étape, on voit bien, installe un peu plus ce grand décrochage et cette grande fragmentation de la Terre qui devient plus une, mais qui devient des morceaux. Et on va encore accentuer les choses avec l'époque des connaissances telles qu'on les pratique aujourd'hui, ce qu'on appelle l'épistémé, cette connaissance constituée qu'on peut partager, qu'on peut formaliser, qu'on peut échanger, qui est le propre de notre connaissance spécifique à notre culture, qui n'est pas le propre des connaissances totalement embarquées de peuples qui ont des relations à la Terre beaucoup plus immédiates, certains diront archaïques, enfin pleines et entières, qui n'est pas non plus le propre des certains peuples en Asie qui ont une vision beaucoup plus holistique et globale de la Terre et la connaissance. Nous, on a une vision beaucoup plus fragmentée, on va dire réduite, réductionniste. On met la connaissance dans des boîtes hermétiques. Ernest Renan disait la connaissance, c'est l'infini coulé dans des moules finis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On coule l'infini dans une infinité de moules finis, au sens d'une infinité de spécialités, de disciplines, de formes de connaissances. On a totalement spécialisé nos connaissances en univers qui sont étanches les uns aux autres, qui ne se parlent pas, des îlots de certitude, comme dirait Edgar Morin, dans un océan d'incertitude. Ce faisant, on construit une totale dysplexie. On va se lancer sur ce terme. On n'est pas dans la complexité, on est dans la dysplexie. On ne voit plus le monde dans sa complexité. On aime le découper en morceaux compréhensibles. Et c'est aussi finalement le produit de cette période des Lumières, cette période où on sort de ces grands textes fondateurs qui ont des réponses sur tout. On se réapproprie la possibilité de connaître le monde. Et en plus, on va partir l'explorer. C'est la période des grandes explorations et des grandes conquêtes. À fur et à mesure que des bateaux partent chargés de militaires pour conquérir des nouveaux territoires, on embarque aussi des scientifiques pour s'approprier des connaissances. Et les connaissances sont tellement multiples qu'il faut les mettre dans des boîtes. Des connaissances sur les êtres vivants, des connaissances sur la géologie, des connaissances sur un tas de choses. Et la connaissance est tellement dense et multiple qu'il faut la mettre dans des boîtes pour pouvoir se l'approprier et la ramener et la partager. On avance un petit peu dans le temps. On arrive à notre époque plutôt moderne, qui est l'époque d'un grand amoncellement d'objets, un amoncellement d'objets qui nous environnent. On n'a qu'à regarder autour de nous le nombre d'objets qui nous environnent.
et qui chacun à sa façon a été conçu pour régler un problème qu'on a avec la Terre. Chaque objet qu'on a quelque part autour de nous est là pour régler un problème qu'on a avec la Terre. Je suis assis sur une chaise pour ne pas être assis par terre. J'ai des murs autour de moi pour ne pas avoir froid. J'ai un toit au-dessus de ma tête pour ne pas prendre l'eau. J'ai un sol sous mes pieds pour ne pas sentir l'humidité et avoir les pieds dans la terre. J'ai tout ça autour de moi pour me protéger de l'incertitude, de la peur, de l'autre, des animaux, de l'inconnu. On a construit tout autour de nous un univers qui nous isole totalement de la Terre. Toute la débauche de connaissances qu'on a mise en œuvre est là pour répondre à des problèmes que nous pose la Terre. Finalement, le progrès, c'est quoi? C'est être capable d'interposer des objets techniques de plus en plus sophistiqués pour répondre à des problèmes que nous pose la Terre. Et notre économie qui repose sur le progrès et qui repose sur un maximum d'échanges de biens qu'on produit pour régler des problèmes que nous pose la Terre, c'est le cercle vicieux. Plus on progresse, plus notre économie fonctionne, plus il y a de croissance et donc d'échange d'objets, et plus finalement on interpose des objets entre nous et la Terre. Donc notre économie fonctionne en cercle totalement vicieux. Plus elle tourne, plus elle est en bonne santé, puisqu'on mesure l'économie, la santé de notre économie à la croissance, donc à cette quantité d'objets qu'on va échanger finalement, ou de biens. Plus on va en échanger et plus on va finalement de plus en plus interposer des objets entre nous et la Terre. Donc on voit bien qu'on est totalement dans un univers de décrochage. On a totalement décroché de la Terre. Et que font ces objets? Ils nous arrivent de loin. Donc ils sont produits je ne sais pas où. Ils sont produits parfois à des milliers de kilomètres. On n'est plus du tout conscient des interdépendances et des liens qu'on entretient avec la matière première qui a été utilisée pour les produire. Donc c'est des évidences, c'est des portes que j'enfonce, mais ça vaut le coup de les réinscrire, ces évidences, dans une totalité cohérente. On est totalement délié de ce tissu d'interdépendance qui fait que quand j'achète un jean, quand j'achète un aliment, je ne sais plus d'où viennent les matières premières, et puis j'ai pas forcément envie de le savoir, et si je veux le savoir, c'est trop compliqué. Certains se donnent les moyens de le faire, certaines marques, certains produits font ce travail, et c'est assez récent en fait, ça a quelques années que les consommateurs se préoccupent de l'origine des produits qu'ils consomment, et pour le coup ça reste très marginal, mais globalement, je ne sais plus d'où je vis, je ne sais plus d'où je dépends, Il y a une totale décorrélation entre l'endroit où je vis et l'endroit dont je vis. Et certains appellent à penser la localité en ces termes. Bruno Latour le dit, la localité, ce qui est local, c'est pas ce qui est autour de moi, c'est tout ce dont je dépends. Et local, ce dont je dépends. Quand j'achète un jean fabriqué en Asie avec du coton ouzbek, je dépends de ces fabricants, de cette économie particulière, de ces travailleurs qui sont exploités dans des conditions particulières. Et quelque part, en achetant ce jean, c'est une évidence que je souligne, mais c'est pas que je le cautionne, c'est que je fais fonctionner ce système. Notre économie est totalement aveugle à ces interdépendances. Il faut faire un effort considérable pour se réapproprier ces logiques de liens et de relations. On vit le monde à distance, on vit le monde de loin. On ne veut pas trop être dérangé par ce monde qu'on apprécie de vivre à distance parce qu'il ne nous pose pas trop de problèmes. Quand il y a un problème, il est loin. Alors c'est vrai que l'actualité nous ramène à des problèmes beaucoup plus proches. Je pense à l'intervention de la Russie en Ukraine. On se rend bien compte, on a un sursaut de conscience sur nos interdépendances. On se rend compte que l'énergie qui chauffe nos maisons, quelque part, finance l'effort de guerre russe en Ukraine, puisque finalement, une grande partie du gaz qu'on utilise vient de Russie. Ça ne nous plaît pas d'être réveillés sur nos interdépendances, mais il faut accepter les faits tels qu'ils sont. Ce n'est qu'un fait parmi d'autres. Ce tissu d'interdépendance, il est structuré, maillé à l'échelle internationale, mondiale, sur un tas de choses qui nous environnent, et il y a très 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 peu de choses dont on peut vraiment tracer l'origine et la provenance. La dernière étape dans laquelle on a envie de se promener dans ce chemin de civilisation, c'est ce que j'appelle le point de non-retour. C'est l'ère numérique, l'ère de la donnée. Cette époque que l'on traverse où on vit le monde par écran interposé. J'appelle ça le point de non-retour parce que je pense qu'on est en train de saper toute possibilité cognitive de faire marche arrière dans cet effort de reconnexion à la Terre. Vous le voyez, j'y arrive petit à petit, puisqu'on est en train de prendre conscience de la manière dont on est totalement déconnecté de la Terre. La question qui va se poser, c'est oui, mais au fait, mais comment on pourrait
parvenir à se reconnecter, à refaire lien à la Terre. Et avec l'ère numérique qu'on traverse, on est mal engagé. On vit le monde de manière totalement médiatisée, par écran interposé, de manière totalement individualisée. On ne vit ni ne pense plus en société, mais en individu. On peut acheter ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, en quelques clics. Et surtout, et un phénomène intéressant à observer, c'est que cette ère de la donnée, c'est une économie qui s'est retournée sur nous-mêmes. Elle nous a pris comme propre proie. Là où l'être humain était devenu le plus grand des prédateurs, il s'est pris lui-même pour propre proie. La donnée capture des éléments de nos vies, de nos mouvements, de nos déplacements, de nos sentiments, de nos émotions. C'est ce qui fait la nouvelle économie. Les plus grandes sociétés capitalisées aujourd'hui sont ces sociétés qui capitalisent sur la donnée. C'est un peu comme si on avait une première couche économique, classique, industrielle, globale, mondialisée, qui continue d'exister, qui est fait de flux de matières premières transformées en biens qu'on va acquérir un peu partout sur Terre, sur laquelle vient se surimposer une nouvelle couche de données. La nouvelle économie prend pour ressource la donnée, et donc nous prend nous-mêmes pour ressource. Là où l'être humain avait pris pour ressource la Terre, et ce qu'il pouvait en extraire, des minerais, du bois, du travail humain, avec cette nouvelle économie, il se prend lui-même pour ressource. Et on n'en a pas forcément toujours conscience quand on signe les yeux fermés des clauses pour installer des applis, etc. On atteint le point de non-retour et on a quand même par contre une infrastructure des flux numériques qui pour le coup est bien tangible et bien ancrée dans la Terre. Mais elle est totalement décorrélée des données qui circulent à l'intérieur. Il n'y a plus de corrélation entre l'infrastructure qui supporte le transport des données et puis les réalités qui y transitent. On ne peut plus corréler le fond et la forme. C'est un peu comme si une couche d'immanence se venait artificielle, une forme de totalité décrivant le monde, on peut parler d'immanence artificielle, venait surimposer à l'immanence première, qui est ce qui constitue notre continuum de vie sur Terre. Dans ce grand travelling de la civilisation dans laquelle on a évolué, et dans laquelle on évolue aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi on est si sourd aux appels de la Terre, parce qu'on commence à comprendre à quel point on a tout construit sans s'en rendre compte pour nous en délier. La Terre nous fait peur, la Terre nous apporte finalement plus d'inquiétude que de salut et de choses positives. Enfin, du coup, on a préféré la tenir à distance. Et puis ce que je voudrais souligner aussi, c'est que l'être humain occidental finit sous terre. On l'enterre. Quelque part, quand on regarde la Terre, finalement, on voit notre propre mort. Pas consciemment. Mais on entretient une relation à la Terre qui est « je sais que je vais finir en toi. Je vais me dissoudre en toi. Ma matière première va finir attirée par la gravité. » Quand on regarde la Terre, on a peur de mourir. Et je pense que c'est important de le souligner d'un point de vue un peu anthropologique. Cette couche profonde, inconsciente, ce lien qu'on entretient à la Terre, dans notre culture qui enterre, je pense qu'il faut en prendre conscience pour pouvoir le dépasser. Accepter ce grand recyclage de matière dont on est le produit, on n'est que des poussières d'étoiles mises en mouvement à un moment donné, dans un grand recyclage permanent de la matière de l'univers. D'autres cultures ont beaucoup plus de recul sur le rapport à la vie, à la mort, à l'espace, au temps et à la matière. Nous, on tient à nos vies et c'est normal, donc on a peur de la perdre. Et la Terre nous renvoie cette peur de mourir. Je pense que c'est important aussi de le souligner comme un des éléments structurants de notre décrochage de la Terre. Donc on comprend un peu mieux comment on a décroché de la Terre et comment finalement on est devenu sourd aux appels de la Terre qui nous envoie un tas de signaux dissonants, mais convergents vers une urgence à faire autrement finalement. On se rend bien compte que la façon dont on a construit notre société n'est pas durable, on va dans le mur et on va devoir trouver des solutions. On est dépassé par la complexité de la situation, donc on
On a l'habitude, finalement, quand on est dépassé par la complexité d'une situation, de s'en remettre à celui qui sait. Celui qui sait apporter des réponses. Aujourd'hui, on voit bien le nombre d'experts qu'on voit sur nos plateaux de télévision ou dans les médias. Face à une telle complexité, on s'en remet à celui qui sait. Et dans les traditions plus archaïques, plus anciennes, et encore dans un certain nombre de peuples sur Terre aujourd'hui, quand on a un problème avec la Terre, quand on a un problème avec quelqu'un dans la communauté, quand on a un problème au sein de la communauté, on fait appel à celui qui sait régler les problèmes, celui qui sait intercéder avec la Terre et ses éléments, celui qui sait régler les problèmes de climat, de famine, etc. Celui qui sait, c'est l'étymologie du mot chaman. Le chaman, c'est celui qui sait. En Tungouz, cette langue d'un peuple de Sibérie, le chaman, c'est celui qui sait. Celui qui sait interagir avec les éléments, dans toute leur profondeur et leur complexité, celui qui sait s'affranchir des barrières entre espèces et formes d'être pour naviguer de manière fluide entre les espèces. L'anthropologue brésilien Vivero de Castro emploie le terme de un praticien de l'immanence. Qu'est-ce que l'immanence? C'est ce qui est en tout, partout, sans limite. C'est cette approche qu'on peut avoir de la Terre totalement infra-ontologique. Il n'y a plus de barrière entre les formes d'être. Le chaman sait naviguer d'une forme d'être à l'autre, il sait prendre d'autres formes et il sait se fondre dans les éléments, puisque pour lui, il n'y a pas de différence entre lui et la Terre, ils ne font qu'un. Le chaman, celui qui sait, c'est celui qui sait aussi, quelque part, interagir à 3 échelles de ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui. Félix Guattari l'écrivait dans les années 80. Il y a 3 niveaux d'écologie auxquels on peut agir. Il y a une première écologie, c'est celle qui concerne notre propre personne. Être bien avec soi-même, être en phase avec soi-même. C'est ce premier niveau d'écologie avec lequel le chaman peut interagir quand quelqu'un dans la communauté ne va pas bien. Il va soigner son psychisme, il va soigner sa personne, il va soigner son corps. L'homme médecine va soigner la personne qui ne va pas bien. Le chaman, il sait aussi agir au deuxième niveau d'écologie qui est le niveau de la communauté. Il sait apporter des réponses quand la communauté a un problème. Quand il y a un problème de conflit, quand il y a un problème de personne qui nuit à la communauté, le chaman va savoir agir à ce niveau-là. Et le troisième niveau auquel il peut intervenir, c'est finalement le niveau du milieu dans lequel on évolue, des éléments, de l'espace, du temps, du minéral, des climats, enfin la totalité des éléments qui nous environnent. Le chaman est un praticien de ces 3 niveaux d'écologie interagissant. Il en a la capacité, il en est le seul spécialiste en fait. Dans les sociétés archaïques, le chaman c'est le seul spécialiste. Avant même qu'il y ait une logique de spécialisation qui se développe au sein de l'humanité, je vous parlais tout à l'heure du néolithique et du développement de la spécialisation. Avant même que cette spécialisation se développe, il y avait un seul spécialiste dans les tribus, dans les clans, c'est le chaman. C'était le seul spécialiste auquel on reconnaissait une existence. Les autres êtres étaient plutôt polyvalents. Et c'est pas rien de dire qu'il y a un spécialiste qui est capable de savoir pour les autres. Ça veut dire que les autres ne sont pas capables de savoir. Ça veut dire qu'on lui octroie ce savoir et qu'on s'en dépossède. Sans s'en rendre compte, sans faire exprès, de manière... on lui a légitimé ce rôle, au chaman, d'être capable d'interagir avec les éléments de la Terre, et on s'est de fait dépossédé de ce savoir. Puisqu'il est celui qui sait, les autres ne peuvent pas savoir. Alors que ceux qui ont mené des recherches sur le chamanisme considèrent et constatent que c'est une disposition générale de l'humanité et de l'être humain. On en trouve partout, en toute époque et en tout temps. Sur la Terre, il y en a un peu partout. Ce qui tend à dire qu'on a tous en nous cette capacité profonde d'interagir avec la Terre et ses éléments profonds. Minéraux, végétaux. Mais on s'en est dépossédé, inconsciemment. On a eu besoin de désigner celui qui avait ce rôle et cette capacité. Et le pari que je formule, ou l'hypothèse que je formule, c'est que on doit pouvoir se réapproprier cette forme de connaissance. On doit pouvoir se réapproprier cette capacité à interagir avec les éléments et le tout dans une forme de connaissance totalement originale à mettre à jour,
qui n'a plus rien à voir avec les formes de connaissances classiques avec lesquelles on œuvre et on agit aujourd'hui sur Terre. On est dans une forme de connaissance qui renvoie encore une fois à l'étymologie profonde du mot connaissance, qui est faire connaissance. Connaître, au sens profond de la connaissance, c'est faire connaissance. Donc c'est rencontrer. Je fais le pari qu'on peut rencontrer les éléments de la Terre à condition de me confronter à cette rencontre, de me mettre en situation de rencontre. Et pour le faire, il faut se mettre en situation d'immersion. Donc c'est ce que j'ai fait depuis une quinzaine d'années, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail maintenant. On est dans un acte particulier de, j'appelle ça une forme de résistance cognitive, au sens où je vais résister à la forme dominante de connaissance de ma société, qui est le produit de ma civilisation, pour me rendre à nouveau capable d'interagir et de vivre la Terre de manière authentique, archaïque, primale, en me disant que, ce faisant, je peux désensevelir ce savoir profond qui réside en moi, qui réside en nous, je fais le pari qui réside en nous tous, pour peu qu'on se donne les moyens d'aller le chercher. Résister à notre civilisation, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qui est forcément très bien accueilli. On est dans une école d'art, c'est un des endroits où on a le plus de capacité et de pratique de résistance à notre civilisation et à notre culture. Cela dit, l'art en général, pour peu qu'il résiste et qu'il crée des nouvelles formes de vivre et de définir la culture et la civilisation, puisque quelque part culture et civilisation sont assez synonymes, pour autant l'art reste enchâssé dans la civilisation. Il ne parle pas de l'extérieur, il parle de l'intérieur. L'art est un système économique normé, avec ses réseaux, ses instances, son langage, ses circuits de distribution, de démonstration. D'autres formes de résistance existent, elles sont extractives, on s'extrait. L'ermite s'extrait, il résiste à la société, à la civilisation, il va s'extraire. Il va disparaître, on ne va plus le voir. Parfois il va revenir. Il y a d'autres formes de résistance à notre civilisation qui prennent forme dans des poches locales de résistance qu'on appelle les ZAD. Par exemple, une zone à défendre, c'est un endroit où on va résister intégralement à la société et à ce qu'elle produit, en termes de propositions économiques et de schémas de société. Cette zone à défendre est une des formes également les plus abouties de la résistance à notre société, même si ça reste des formes parfois violentes. Et ça peut prendre d'autres formes un peu plus intégrées, un peu moins en résistance quand on parle d'éco-villages. Il y a énormément d'éco-villages en France ou dans le monde qui sont des univers dans lesquels on a repensé complètement la société, l'économie, la circulation des biens, des monnaies alternatives, une autre forme d'échange entre personnes. Cela dit, c'est une extraction. Qui est déjà allé pousser la porte d'un éco-village? Qui est déjà allé pousser la porte d'une ZAD? Peu d'entre nous. Et si on y va, c'est pas forcément pour y rester. Ou alors si on y reste, on ne revient pas forcément. Ce que j'ai cherché à trouver, c'est une solution de décivilisation, au sens où on va s'extraire de notre civilisation, tout en ayant la capacité à revenir à la civilisation, à la ressourcer, à lui réinsuffler ce qu'on serait allé chercher. Quand je parle de décivilisation, je parle de déconstruction de notre civilisation. C'est la première chose que j'ai faite finalement en vous exposant les différentes étapes de construction de notre civilisation. C'est un processus de déconstruction. On la démonte pour voir comment elle est faite. C'est une forme de reverse engineering. On va démonter les choses pour voir comment elles sont fichues. Déciviliser, ça ne veut pas dire détruire. Déciviliser, ça veut dire déconstruire. Une fois qu'on a fait ce travail plus ou moins, on va dire, d'investigation théorique et plutôt, on va dire, de type anthropologique, il y a une autre forme de décivilisation. C'est un autre chemin. C'est pour ça que je parle des chemins et pas du chemin. Il y a plusieurs chemins de décivilisation. Et puis il y a aussi le vôtre que vous aurez peut-être envie d'initier. Il n'y a pas un chemin, il y en a plusieurs. L'autre chemin que je propose, c'est de faire soi-même corps et âme ce chemin de décivilisation en ôtant un à un les habits de notre être civilisé. Par un processus, par un protocole que j'ai quelque part affiné avec le temps, de manière un petit peu empirique, et qui consiste à finalement se défaire de tout ce qui fait notre civilisation pour revenir à un état brut et un état authentique, et dont je vais parler un peu plus en détail. J'appelle ça un protocole de retour sur Terre. C'est quoi ce protocole de retour sur Terre? C'est une sorte de
démarche, je ne vais pas dire de recette, mais quelque part, il y a quelques ingrédients. Il y a quelques ingrédients qui font que mon processus d'immersion de manière pleine et entière dans la terre fonctionne ou pas. Si un ingrédient est présent, si l'ensemble des ingrédients sont présents, j'ai constaté que ça fonctionnait. S'ils ne sont pas tous présents, je constate que ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pas quelque chose que j'ai décidé un jour, ça s'est fait. Cette expérience d'immersion en milieu naturel, ça s'est fait de manière intuitive. Il y a une quinzaine d'années, je l'ai démarré comme ça, sans avoir voulu le faire. J'ai juste écouté mon intuition et je me suis jeté dans le vide et dans l'inconnu en me mettant en situation d'immersion totale et dénuée pendant 2, 3, quelques jours, pas beaucoup. Pas forcément, je pars pas en ermite, je reviens en fait, je vous l'ai dit au début. Ce qui est important, c'est de revenir aussi. Quels sont ces quelques ingrédients que j'ai identifiés comme étant finalement structurants d'un protocole qui, mis les uns avec les autres, produisent une rencontre. Parce qu'on l'a bien dit au départ, ce que je cherche dans cette forme de connaissance reliée, c'est de produire des rencontres avec la Terre et avec ce qui la constitue. On ne peut pas forcément savoir ce qu'on va rencontrer, chemin faisant, mais on se met en disposition de rencontrer. Le premier élément que j'ai rencontré chemin faisant, c'est qu'il faut parvenir finalement à affronter ses peurs. La première peur, c'est celle de partir seul dans une forêt qu'on ne connaît pas, sans rien, avec personne. Tant que je ne lève pas cette barrière de la peur, j'ai aucune chance de me reconnecter à la Terre. Être capable de faire tomber les murs qui sont autour de nous, être capable de partir seul, être capable de partir sans rien, certes, ça peut faire peur. Si j'arrive pas à ôter cette peur, je ne pourrai pas produire d'expérience. Donc la première barrière à lever, c'est celle de sa propre ou de ses propres peurs. On pourrait croire qu'on est parvenu à dompter nos peurs. En fait, on n'est pas parvenu à les dompter, on est juste parvenu à les étouffer un petit peu, mais elles sont toujours présentes. Il faut s'habituer à renouer avec la peur pour en faire un moteur finalement de relation au tout et à la terre qui nous environne. Quand j'ai peur, je suis extrêmement sensible. Quand j'ai peur, je suis extrêmement vigilant. On voit bien à quel point nos sens sont totalement éveillés. J'ai accepté progressivement la peur comme quelque chose qui va me relier au tout. Un autre élément structurant de l'expérience de reconnexion, c'est également le fait de s'isoler. En s'isolant, on quitte la société. On assume le fait de partir seul, sans personne, sans parler à personne, pendant quelques jours certes, mais en s'isolant, on rompt totalement le pacte civilisationnel. On se délie totalement du jeu de rôle qu'on a accepté de jouer depuis notre naissance, de manière consciente ou inconsciente, à la fois politique et économique. Je suis inscrit dans un tissu économique et politique qui m'a accueilli au berceau, qui nous a tous accueillis au berceau, qui nous a amenés dans une école, puis dans une plus grande école, puis dans une profession, etc., etc. Tout ce tissu de relations qui structure l'économie et nos sociétés, en m'isolant, en me jetant dans la forêt tout seul, je romps avec tout ça. Je romps avec la société et avec le pacte civilisationnel, temporairement. Quand je m'isole et que je suis seul, je me tais. Je fais taire aussi le langage. Et c'est un élément extrêmement important de l'expérience de reconnexion, c'est d'être capable, à un moment donné, de faire taire le langage, y compris cette petite voix intérieure qui pourrait continuer à parler, et qui pourrait m'inciter à faire demi-tour, et qui pourrait me donner des indications, qui pourrait me dire va plutôt par ici, fais plutôt ça, qui pourrait commenter tout ce que je vois, qui pourrait nommer tout ce que j'observe. Je retomberais dans ce travers des mots et des choses et de ce grand clivage dont je vous ai parlé tout à l'heure, les mots qui découpent les choses. Quand je me tais, quand je ne nomme plus les choses, quand je n'attribue plus de symboles aux objets qui m'entourent, ils reprennent vie dans leur totalité, interagissante à notre insu. La nature redevient un tout. Je suis à nouveau au milieu. C'est pas donné immédiatement. Pour faire taire le langage, il faut quand même faire un effort, finalement, pour faire éteindre cette petite voix. Quand je ne parviens pas à le faire de manière spontanée, je peux le faire en égrénant des chiffres et en comptant énormément. Je vais compter mes pas, je vais compter jusqu'à ce que je sois assommé par les chiffres et que je ne sois même plus conscient que je ne pense plus, et à un moment donné, j'ai basculé. Et tout en inspirant profondément, en écoutant
beaucoup plus que je ne pourrais le faire habituellement, en observant beaucoup plus que je ne pourrais le faire habituellement. Toutes ces nuances de couleurs, toutes ces nuances de sons, de craquements qui m'environnent me submergent et saturent mon système sensoriel et du coup prennent le pas sur les mots. Mais c'est capital dans une expérience de civilisation de faire taire le langage, puisque quelque part c'est aussi celui qui a contribué à nous arracher à la terre. Et c'est aussi pour ça qu'il faut parvenir à partir seul. Quand je suis parti quelquefois à plusieurs, on est parti à deux ou à plus que ça, on parle en fait, on parle beaucoup, on commente ce qu'on fait, on se prend du temps pour débriefer sur ce qu'on a fait, on prend des décisions ensemble, on commente ce qu'on vient de faire, on partage nos expériences et on fait que parler en fait. Et on n'est plus vraiment dans la situation de l'expérience, on parle de ce qu'on vient de vivre, on parle de ce qu'on va faire, on parle de ce qu'on va aller chercher à manger, on parle de ce qu'on pourrait... On fait que parler. D'où la nécessité de partir seul. Même si c'est vrai qu'au départ, c'est plus facile de partir à plusieurs. On en parlera tout à l'heure dans les expériences d'immersion qu'on mène avec l'atelier de didactique visuelle, on part à plusieurs. Au début, partir seul, c'est quand même un peu difficile. Qu'est-ce qui se passe quand on fait taire le langage ? Je me suis rendu compte qu'on a une sorte de réflexe qui fait qu'une nouvelle forme de langage va de toute façon émerger. Je ne sais pas d'où vient ce langage, si c'est ma conscience qui comble un vide, si c'est la nature qui se met à parler d'elle-même, mais quelque part les choses se mettent à parler. Elles me donnent des indications, elles émettent des signaux. Une plume posée au travers de mon chemin va me dire tourne à gauche. Je suis sur un chemin, je devrais le suivre. Il y a une plume qui se pose au travers de mon chemin. Elle m'incite à bifurquer. Une signalétique devient un morceau de langage imprimé dans la terre elle-même. Alors je l'accueille, je suis son indication et je pars à gauche et je monte là où la plume m'a indiqué de monter. C'est une façon de rencontrer la terre. Un micro-signal ancré, gravé dans la matière même de la terre. C'est une façon de commencer à dialoguer et de faire une rencontre. On ira un peu plus loin tout à l'heure dans le type de rencontre qu'on peut faire, mais un autre élément, et j'en ai bientôt terminé de ces quelques ingrédients qui structurent une expérience de décivilisation et de reconnexion, c'est s'en remettre à l'infini, ça veut dire dormir dehors, nécessairement. Je ne vais pas chercher une cabane, je ne vais pas chercher un endroit où dormir, je ne sais pas où je vais. En général, je prends comme point de chute une source, une fontaine, un endroit où je vais trouver de l'eau, parce que c'est la seule chose qui est vraiment vitale, de l'eau. Et puis en arrivant, je ne vais peut-être pas trouver ce que je voulais, mais au moins ça me donne un point zéro, un point de départ. Et à partir de là, je m'en remets à l'inconnu, à l'infini, à l'incertitude et au hasard, et à une forme de navigation intuitive. Et je ne sais pas où je vais dormir. Mais ça me paraît important de partir quand même plusieurs jours. Ça transforme ce qui serait une simple promenade, une simple balade, en une véritable immersion. Quand on remet son propre corps au milieu, à la nature, pour la nuit, on se remet complètement à l'inconnu et on s'immerge totalement. Là, on bascule vraiment dans une expérience d'immersion. Sans toi, je l'ai dit tout à l'heure, le toit, l'habitat, est un des éléments structurants de notre civilisation. Si je m'en prive, je coupe aussi d'une certaine manière avec tout ce qui constitue... Enfin, notre abri, notre habitat est un des piliers de notre civilisation. On y retrouve tous les objets qui font qu'on habite la Terre d'une manière particulière. Notre habitat est un peu une clé de voûte de notre civilisation. Si je m'en prive, si j'ai plus d'habitat, je romps un peu plus facilement avec la civilisation. Ça peut paraître paradoxal de se priver de toit alors que certains rêvent d'en avoir un. Certes, ça peut paraître indécent, mais j'ai constaté qu'il fallait faire cette expérience, de se remettre à la nature totalement, de se livrer au vide, sans toit, sans abri, pour pouvoir faire une expérience pleine et entière. Et les deux derniers éléments que je veux souligner comme des ingrédients importants, c'est le fait de partir à vide sans objet et le fait de partir à vide en soi, c'est-à-dire à jeun. Ceux qui sont partis avec moi dans les Vosges il y a quelques mois l'ont vécu, je leur ai proposé de partir à jeun. C'est pas naturel de partir à jeun. Et je pars également sans objet ou presque. Quand je me déleste de tous ces objets qu'on a pris l'habitude d'interposer entre nous et la Terre, je fais l'expérience de toutes les peurs auxquelles ils répondent. Je prends une boussole pour me repérer. Non, j'en prends pas. Je prends un briquet pour allumer un feu. Non, j'en prends pas. Je prends un couteau pour me défendre. Non, j'en prends pas. Je prends rien, ou presque. Un bout de ficelle. Et petit à petit, je me suis habitué à me délester totalement. Et à partir à vide et à ne plus avoir.
j'ai plus rien. Et je me rends disponible à rencontrer la Terre de manière différente puisque j'ai plus rien. Je peux fabriquer des objets qui serviront à quelque chose ou pas. Je peux ramasser en chemin des objets. Je fais attention de ne pas ramasser trop de choses parce que je pourrais à nouveau m'encombrer de choses qui pourraient venir s'interposer entre moi et la Terre, donc je préfère rester léger. Et je pars à jeun parce que en faisant un jeûne, je fais aussi acte de rupture avec la civilisation dans ce qu'elle a de plus manifeste, c'est l'alimentation. Quand je m'alimente, j'entretiens un flux de relations avec la Terre qui est totalement lié à l'économie dans laquelle on vit. Quand j'interromps l'alimentation, j'interromps ce flux qui est structurant de notre économie. La plupart des grandes religions, la plupart des grandes traditions spirituelles ont intégré le jeûne dans leur pratique. La plupart des traditions chamaniques ont intégré tous ces éléments dont je vous ai parlé dans leur pratique régulière. Et je l'ai découvert a posteriori, en fait. Je ne le savais pas. C'est en lisant des choses sur le chamanisme que j'ai découvert que affronter ses peurs fait partie de l'apprentissage du chaman. Partir seul, s'isoler, ne plus employer le même langage, sortir de son corps, s'en remettre à l'infini, jeûner, tout ça, ce sont des éléments que les chamans utilisent dans leur pratique régulière et que j'ai découvert comme étant des éléments structurants de leur pratique. Quelque part, je suis en train d'essayer de nous réapproprier ce savoir de manière un peu, on va dire, open source. Comment on peut faire pour se réapproprier ces éléments, ces ingrédients qui font que on peut réinteragir de manière pleine et entière avec la Terre, en dépossédant celui qui s'en était octroyé le savoir. Je ne l'empêche pas d'exister. On peut lui reconnaître une légitimité dans certaines traditions, dans certaines cultures, il a un certain rôle. Cela dit, dans nos cultures, il n'a plus de rôle. L'idée, c'est de réinjecter cette forme de connaissance particulière dans nos sociétés. Il n'y a plus celui qui sait, mais tous ceux qui sauront. C'est pour ça que j'ai titré l'intervention vers une humanité chamane. C'est finalement pourquoi on dit qu'il y a un chaman ou une chamane. Pourquoi il n'y aurait pas une infinité? Pourquoi on ne pourrait pas tous être capables d'interagir totalement et pleinement avec la Terre? Alors que quelque part, il y a un impératif à nous reconnecter à la Terre, on le voit bien. On a un impératif cognitif, écosystémique, à renouer avec la Terre, à trouver les moyens de lui attribuer à nouveau du sens et une attention dans cette crise écologique qu'on traverse. Quel type de rencontre ça va produire et quel type de dispositions particulières il faut mettre en œuvre pour que des rencontres se produisent. Je vous ai parlé d'ingrédients qui sont plutôt matériels, des dispositions qui sont plutôt quelque part faciles à mettre en œuvre. Psychologiquement, c'est pas facile, mais matériellement, c'est facile de partir. Là, je pourrais partir tout de suite. Dans la forêt noire, on l'a traversée cet après-midi avec 2 personnes. On aurait pu tous descendre du train et partir dans la forêt noire. C'est facile. Elle est à portée de main. C'est les barrières psychologiques qui sont difficiles à lever, mais matériellement, tout ça est très facile. Il n'y a rien de plus facile que d'arrêter de s'alimenter, il n'y a rien de plus facile. Et on n'en mourra pas. On peut jeûner pendant plusieurs semaines, sous contrôle évidemment, sans mourir. Ce que je fais, c'est plutôt pendant 1 semaine maximum. Tout ça est accessible et facile. Dormir dehors, il n'y a rien de plus facile. Je vais là, dehors, et je dors dehors. Ce dont je veux parler, qui est un peu plus complexe, c'est un ensemble de dispositions un peu particulières que j'ai senti nécessaires aussi pour arriver à produire des rencontres. La première, c'est accepter qu'il faut faire avec ce qu'on est. Pour rentrer en relation avec la Terre et tout ce qui la constitue, pour quelque part interagir avec ce qu'on appelle l'immanence, c'est-à-dire ce qui est en tout et partout, sans limite entre formes d'être. La première porte d'entrée qu'on a dans l'immanence, c'est nous-mêmes. On en est une partie constituante. On fait partie du tout. Donc on peut très bien rentrer dans le tout par nous. Et là, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste prendre conscience du fait d'exister. Et quelque part, j'ai fait avec ce que j'étais pour dompter un certain nombre de capacités à interagir avec les éléments, alors que je suis allé chercher en bricolant avec à la fois des sensations que je pouvais avoir, on peut parler de sensations quasiment énergétiques, vibratoires, qu'on peut aller chercher dans certaines pratiques de relation avec le tout, qui s'appelle par exemple le Qigong, qui est cette tradition taoïste chinoise très ancienne, où on voit plutôt des personnes âgées dans des parcs, en France ou en Chine ou ailleurs, mener cette sorte de danse avec l'infini. Et quand on pratique, on se rend compte qu'on parvient à nouveau à dompter un certain nombre
d'énergie qui circule un peu partout et dont on n'a pas forcément capacité à sentir les flux. Il faut l'apprivoiser. C'est comme tout, une connaissance, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, ça s'apprivoise. Là, je vous parle de pratiques qui ont une quinzaine d'années, donc quelque part, ça s'est forgé avec le temps. Cela dit, je propose une démarche qui, à mon avis, peut se produire de manière un petit peu accélérée, puisque tous ces ingrédients que j'ai mis une quinzaine d'années à comprendre comme être nécessaires, je vous les livre et je vous les transmets comme quelque part sur un plateau. Alors, chacun va trouver ses propres ingrédients, je pense. Il n'y a pas un chemin, il y a des chemins. Chacun va trouver ses propres ingrédients, sa propre recette. Je vous le souhaite, mais il y a cette première chose à faire qui est utiliser son propre corps pour se connecter aux éléments. C'est vrai que petit à petit, j'ai senti qu'on pouvait interagir, c'est contre-intuitif, avec les arbres, avec la pierre. On sent des flux. Et la plupart des physiciens passent leur temps à traquer les flux, l'énergie profonde qui circule dans toute matière. Il n'y a pas besoin d'instruments de physique très sophistiqués pour renouer cette relation sensorielle vibratoire avec la texture profonde de la Terre et de l'univers. Que l'univers soit tissé de boucles ou de cordes, selon les théories des physiciens qu'on va retenir, on peut sentir cette énergie profonde circuler en toute matière, au bout de ses doigts. Et c'est ce que j'ai appris petit à petit à faire. D'abord avec mes mains, et puis petit à petit avec mon crâne et mon corps entier. Mon corps est devenu l'antenne par laquelle je me suis rendu capable d'interagir avec les éléments. Une autre disposition que je me suis rendu compte nécessaire de développer, c'est qu'il faut arrêter de chercher. Quand je cherche, je ne trouve pas. Quand j'attends une rencontre, elle ne se produit pas. C'est contre-intuitif de dire il faut arrêter de chercher pour trouver. Et pourtant, c'est quand j'arrête de chercher que je trouve. C'est quand j'ai abandonné tout espoir de faire une rencontre que la rencontre se produit. Je donne un exemple rapide. J'étais dans des gorges minérales au Monténégro et je savais que j'avais quelque chose à faire et rencontrer, mais je ne savais pas quoi. Et je cherchais. Et donc j'ai parcouru ces gorges en tous sens pendant plusieurs jours, jusqu'à, à force de, apprivoiser cet univers particulier fait de roches et de rivières asséchées et de rivières encore vives et de puits, etc. Et j'ai commencé à m'apprivoiser l'univers dans lequel j'évoluais, jusqu'à être amené au pied d'une falaise, au pied d'une paroi rocheuse, et j'ai eu le sentiment que c'était le point d'arrivée de ma quête, puisque je suis quand même en quête. Mais j'étais encore en train de chercher. Et je suis arrivé sur cette paroi rocheuse et je suis arrivé sur un cul-de-sac, qui ne s'est rien passé. Et quelque part, en moi résonnait encore cette intention de trouver quelque chose. Et quand on cherche, on ne trouve pas. J'ai fait demi-tour, j'étais un peu désemparé. Parce que ça trahissait encore cette volonté un peu naïve de chercher pour trouver. Et en faisant demi-tour, j'ai relâché totalement la volonté de trouver quelque chose. J'ai abandonné le projet de chercher quelque chose et j'ai gravi quelques pierres pour repartir, notamment une grosse pierre. Et là, j'ai vécu un vrai choc vibratoire sur cette pierre. J'ai failli tomber. Et s'est produit une rencontre, parce que je ne l'attendais plus. Je me suis mis à tourner sur moi-même pendant un certain temps, comme assommé par un choc que m'avait infligé cette pierre, au milieu d'un lit asséché de rivière. Et j'ai compris qu'en fait la rencontre avait eu lieu parce que je ne l'attendais plus. J'ai pu m'immerger en conscience dans cette pierre et finalement cette spirale qui s'est développée à ce moment-là a continué à exister en moi pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, quand je m'allongeais, la Terre continuait à tourner. Comme vous savez, quand vous avez un coma éthylique, où on voit la Terre totalement tourner autour de nous. Et ce choc vibratoire, probablement, j'ai aucune explication rationnelle, a continué de vivre en moi. Et quand je l'évoque encore, il se produit un certain nombre de choses. La rencontre a eu lieu parce que je ne l'attendais plus. Une autre disposition, c'est vrai qu'il faut arriver à se rendre perméable aux éléments. Arriver à ouvrir des pores en soi. Alors c'est vrai que les démarches d'immersion rendent possible cette immersion, cette capacité à interagir avec les éléments. Ça passe plus par les sens, ça passe par d'autres pores qui sont à nouveau ouverts. On a l'habitude d'entendre, on a l'habitude de sentir, on a l'habitude de voir, mais à force d'être immergé dans un univers dans lequel on va passer des jours et des heures, on commence à développer une forme de relation à l'univers qui est totalement différente, qui passe par d'autres sens, par d'autres capacités sensorielles, et qui permettent à la matière même du monde de s'écouler en soi.
Ça consiste à se rendre perméable et à laisser la vibration profonde des minéraux, des éléments qui nous environnent, cheminer en nous. Toutes ces expériences, finalement, de reconnexion, sur lesquelles je passe assez rapidement parce que je les décris un petit peu de manière plus précise dans l'essai que j'ai écrit, aboutissent à une reconnexion de fait et à une forme d'écologie intime et embarquée. On est dans une écologie totalement embarquée au sens où je développe une forme de connaissance. L'écologie, c'est cette forme de connaissance de la complexité du monde dans lequel on vit, mais qui n'est plus écrite dans un livre, qui n'est plus une écologie politique ou une écologie scientifique, c'est une écologie intime, quelque part spirituelle, faisant totalement corps avec moi. Il n'y a plus de distinction entre moi, l'univers, ce qui sait et ce qui est su. Ça fait un tout. C'est une expérience totale de reconnexion, tout simplement. On développe également une forme d'écologie, telle que j'en parlais tout à l'heure au début de mon intervention, à plusieurs échelles. Je me suis moi-même reconnecté à moi-même. Je suis bien dans une écologie individuelle. Quand je reviens aux autres, quand je reviens à la société, parce que je vous l'ai dit, je reviens. Je ne pars pas tout seul dans mon coin, je suis toujours revenu. Je sens que je ramène une autre façon d'interagir avec la Terre, une autre urgence, une autre connaissance qui va nourrir ma relation aux autres. Donc je suis aussi dans une écologie de la relation aux autres. Et j'ai aussi également totalement ressourcé ma relation à la Terre. Donc on est bien dans une logique où on est en train de travailler à 3 échelles totalement complémentaires. Et là où la politique s'attache plutôt aux relations entre les êtres humains, cette forme d'écologie travaille à toutes les échelles, dans une vision totalement holiste et systémique. On prend conscience d'être un habitant de la Terre, on prend conscience de ce à quoi on tient. À quoi on tient ? À la Terre qui nous tient. À cette gravité dont on a peur finalement, on le disait tout à l'heure, la gravité nous fait peur parce qu'elle va nous ramener, in fine, à nous dissoudre dans la Terre. Mais quelque part, ce à quoi je tiens, ce qui me fait tenir, c'est quand même la Terre. On est tous, à l'heure où on parle, reliés par des fils, par ce fil invisible qui fait converger chaque être humain sur Terre, par son centre. Ce fil, c'est cette force de gravité qui nous fait tous tenir sur Terre. Qui nous fait tous tenir sur Terre alors que, à l'instant où on se parle, la Terre tourne sur elle-même. Et nous sommes en train de nous déplacer à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres heure autour de la Terre. Et la Terre est en train de tourner à plusieurs milliers de kilomètres heure autour du Soleil. Et notre système solaire est en train de tourner à plusieurs centaines de milliers de kilomètres heure autour du centre de la galaxie. Et notre galaxie est en train de tourner, de se rapprocher de notre galaxie à plusieurs millions de kilomètres heure. Elles sont enchâssées dans un amas de galaxies qui sont elles-mêmes en train de tourner autour d'autres galaxies à plusieurs millions de kilomètres heure. On est en train de tourner à une vitesse mais totalement faramineuse, inconcevable. À l'heure où on se parle, chacun de nos grains de matière se tient par ce à quoi nous tenons la Terre. Donc c'est un appel aussi à prendre soin à ce à quoi on tient. Comme je vous l'ai dit, je reviens, je ne pars pas tout seul, et j'ai aussi envie de partager. Donc on a, depuis quelques années, depuis 2 ans maintenant, mis en place, avec Olivier Poncer et l'atelier dialectique visuelle, cette pratique de workshop, d'atelier immersif, où finalement, cette pratique très personnelle et individuelle que j'ai développée un peu dans mon coin, je la propose aux étudiants de 5e année de l'atelier, au début de leur 5e année, qui est une année critique parce que c'est l'année où ils vont devoir affronter seuls un inconnu complet, c'est leur sujet de diplôme. Ils vont affronter la solitude. Et c'est ce dernier moment où on peut faire société ensemble, quelque part, avant que chacun parte dans son coin, sur ces sujets, sur ces problématiques. Donc on a mis cet atelier immersif au début de l'année, de la 5e année, parce qu'on a considéré avec Olivier que c'était un moment critique. C'était un peu le dernier moment où ils pouvaient faire lien ensemble, au travers d'une expérience de reconnexion. Et pourquoi l'atelier de didactique visuelle ? Évidemment parce que j'en suis issu et que je suis fortement attaché, et aussi parce que c'est un atelier qui se donne pour objet la connaissance. La matière première que travaille l'atelier, c'est justement cette connaissance. Et qu'au travers de cet atelier immersif, qu'on a appelé épistémé, de manière un peu provocatrice, parce que épistémé, c'est justement cette connaissance formalisée, bien ficelée, qu'on peut transmettre,
Là, on va faire l'expérience d'une autre forme de connaissance dans cet atelier immersif, parce que je le dis aux étudiants quand on part, on ne sait pas. Alors ça peut être un peu déroutant au début. On a envie d'avoir des réponses. On va où? On va faire quoi? Je ne sais pas. C'est un peu déroutant. Et même pendant l'atelier, même pendant l'expérience d'immersion, moi-même, je ne sais pas, parce que c'est des endroits où je ne suis jamais allé. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que je ne pars jamais 2 fois au même endroit. Pour être sûr de ne pas savoir, je pars jamais 2 fois au même endroit. Donc je préfère me jeter dans le vide et dans l'inconnu de manière totale et entière à chaque fois. Et c'est ce qu'on a fait avec les étudiants et étudiantes. On s'immerge dans une forêt qu'on ne connaît pas. Alors on est accompagné d'un naturaliste écologue qui a une pensée pour nous ce soir et qui n'est pas là malheureusement pour des raisons personnelles, qui s'appelle Julien Hoffmann, qui habite en Alsace, qui travaille en Alsace à réintroduire des espèces en milieu naturel depuis des années, qui a développé une forme de connaissance très particulière du milieu, de la nature, de notre environnement, de la biodiversité, et qui apporte un regard complémentaire quand on est en immersion. Donc on est 2 accompagnateurs et un groupe, et finalement quand on est tous embarqués dans cette histoire, il n'y a pas un qui sait plus que les autres. On est tous mis au même rang de connaissances, à une exception près, c'est que je fais travailler les étudiants à l'avance sur des petites recherches préparatoires, chacun dans son îlot de connaissances particulier. Quelqu'un va travailler sur la faune, quelqu'un va travailler sur la flore, quelqu'un va travailler sur l'hydrologie, où est-ce que je vais trouver de l'eau, quelqu'un va travailler sur la navigation sur le site, quelqu'un va travailler sur l'histoire du site. Chacun va travailler sur une portion de connaissances, volontairement en îlot réductionniste, et chacun va venir avec son morceau de connaissances, mais une fois qu'il sera sur place, ça va lui servir à peu de choses, sauf s'il la partage avec les autres. Donc en fait, cette connaissance n'a de sens que s'il la partage avec les autres. Je pense qu'il y a aussi rien de mieux que ceux ou celles qui ont participé à cet atelier pour en parler. Donc on a la chance d'avoir Val qui a participé au dernier atelier, qui est là ce soir, qui peut venir en témoigner un petit peu. Je te propose, Val, de venir si tu veux, et puis on avait prévu de parler ensemble de cet atelier. Je vais te donner ce micro si tu veux. Tu veux t'asseoir? Ouais. C'est là. Clique. Là c'est bon. Là c'est bon. Ouais. Ouais, ça fonctionne. Ok, merci. Val, je te tends le micro parce qu'on était ensemble, on était combien, une dizaine? Ouais, on était presque toute la classe didactique, on était même 15, je pense. 12, 13. Poup. Ouais, c'est bon. J'avais quelques questions à te poser en fait, mais je te prends pas au dépourvu parce qu'on a travaillé sur ces questions et tu les connais, mais j'avais envie que tu expliques un petit peu à l'Assemblée où et comment ce workshop s'est déroulé, où est-ce que ça s'est passé, dans quelles conditions, et finalement quelles sont les conditions initiales qu'on avait posées. Alors, on était parti dans la forêt Aubernac, qui est à côté du mont de Saint-Odile. Et on ne nous avait pas dit grand-chose, à part des quelques recherches qu'on devait faire. C'était un peu la surprise. Et on avait essentiellement quelques règles de jeu. Pas apporter beaucoup de nourriture et idéalement aucune nourriture pour faire aux jeunes. Même si la plupart des gens ont quand même apporté 2-3 trucs parce que c'était un peu un moment de transition. C'était un peu violent pour la plupart d'entre nous. C'était dur de le vivre quand même. On avait une tente pour dormir chacun ou souvent deux personnes ensemble. Et puis on a marché tout un jour en entier. On a visité essentiellement le château qui est en haut de ce petit mont. Puis on a trouvé un endroit où dormir. On a passé la nuit et puis on a passé le jour d'après toute la matinée à redescendre le mont. Du coup, c'était essentiellement 2 jours et une nuit de beaucoup de marches et des petits moments de pause et de contemplation. Voilà. Donc, j'avais autorisé une tente quand même parce qu'il faisait 1 degré, on ne savait pas combien il ferait la nuit. Comme c'était au début de l'hiver, enfin la fin de l'automne, il faisait 1 degré la nuit, donc on avait besoin quand même de se protéger un minimum. Alors il y en a quand même un qui a fait le pari de dormir sans tente. Il s'est fait un feu et il a alimenté son feu toutes les 10 minutes ou 20 minutes, il remettait une bûche.
Et il a dormi par tranche de 10 minutes, sans tente, comme ça, au coin du feu, il n'a pas eu froid. Effectivement, on est parti sans nourriture, pour celles qui avaient relevé le défi. Qu'est-ce que tu attendais, toi, de cette immersion? Alors, je m'attendais pas à grand-chose, parce que justement, c'était la surprise et que, bon, normalement, quand je vais me promener, j'ai des attentes très fermées. Normalement, quand je vais dans la nature, je m'attends surtout à voir des choses précises. Parce que, en tant qu'artiste, ma relation avec l'environnement est surtout visuelle. Et je sors avec l'envie de voir des animaux, voir des plantes particulières. Et cette fois-ci, j'ai essayé justement de juste, voilà, être prêt à un peu tout, quoi. Euh, c'est vrai que une certaine partie des étudiantes a été un peu déroutée. D'autres, étant faisaient partie, ont totalement adhéré de A à Z à la démarche et à l'expérience proposée. Il faut dire qu'on leur a pas simplifié la tâche parce qu'à peu près au milieu de la première journée, juste avant que chacun se sépare pour partir dormir dans la forêt plutôt seul ou en duo, on leur a fait signer ce qu'on appelle une décharge. Et on ne les avait pas prévenus. Une décharge dans laquelle on leur disait à partir de maintenant, on se décharge de toute responsabilité. Vous êtes responsable de vous-même. Et c'est pas quelque chose dont on a l'habitude dans nos sociétés que d'être livré à sa propre responsabilité. C'était quelque part aussi acter le fait que ta civilisation et ta culture te lâchent. Les institutions te lâchent, tu es tout seul face à tes choix, face à tes responsabilités. Mais on avait laissé le choix aussi de ne pas signer la décharge, personne n'était obligé. Et on avait aussi laissé le choix aux gens de rester avec Julien et moi autour d'un feu qu'on allait faire, une sorte de foyer, ou de partir, et partir seul ou à deux, et partir à 10 mètres, à 100 mètres ou à 1 kilomètre. Ils avaient cette liberté, cette élasticité de partir où ils voulaient, à la distance qu'ils voulaient. On nous a aussi dit, mais on a l'impression que vous improvisez. Évidemment qu'on improvise, c'est une expérience pour nous aussi. Si on sait à l'avance, l'expérience ne se produit pas. Donc on avait aussi besoin de nous, Julien et moi, de ne pas savoir. C'est une expérience pour nous comme pour vous. Qu'est-ce qui t'a un peu surprise durant cette immersion? Alors, justement, on est arrivé dans cette forêt et tout d'abord, c'était une forêt d'exploitation. Du coup, j'avais noté quelque part que ça m'avait surpris que tout était très pareil. Les arbres étaient rangés dans des colonnes un peu établies, régulières. Tout se ressemblait en même temps. C'était un peu lambda, je sais pas. Mais justement, comme j'avais pas ce truc d'exploitation visuelle où je pouvais passer des heures à regarder sous un buisson s'il y avait 100 000 espèces d'insectes, j'étais très dans mon corps et ça m'avait surpris à quel point mon corps n'était pas prêt à être dans la nature, à quel point j'avais besoin d'être reconforté par la présence des autres et j'avais besoin de... C'était une question d'orgueil. Mon orgueil était très blessé par cette nouvelle relation avec la nature. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment particulier dont tu voudrais parler, un moment que tu voudrais évoquer? Quelque chose, un moment particulier? Alors justement, quand on nous a proposé d'aller faire notre tente, se poser tout seul un peu en distance, il y a la plupart des étudiants qui se sont mis d'un côté. Je pense que on essayait quand même un peu de garder le truc de communauté. J'ai décidé de partir de l'autre côté. Et la lumière a commencé à baisser. J'ai décidé de marcher pendant 1 heure dans la forêt et suivre les traces des biches. Et à un moment, je me suis perdue. Et, et voilà, j'avais très très peur parce que je savais pas si je pouvais revenir avec les autres. Et dans ce moment-là de peur, j'ai senti soudain ce gros calme où en fait c'était pas très grave d'être perdu. Et vous avez parlé de justement ce truc des micro-signes, des petits trucs qu'on suit dans la nature et au lieu justement de suivre les grandes cheminées, parce que quand on est dans la ville, on suit, par exemple, on va arriver chez soi, on va dire, voilà, dans ce coin-là, il y a la banque, dans ce coin-là, il y a cette rue, voilà. On est un peu dans des grosses constructions. Et là, pour revenir avec les autres, j'ai dû suivre les petites marques de la nature. Voilà, c'était cool. Ce qui est marrant de souligner aussi, c'est que on a proposé à l'ensemble des participants au workshop de partir un peu en étoile, chacun devant un petit peu s'éclater, chacun dans sa direction. Tu fais partie des rares qui sont partis seuls, la plupart est partie à deux. Et puis quelques heures après être partis chacun dans leur direction, ils ont tous convergé. Ouais. Ils ont recréé un village.
avec un feu. Il y en a une image d'ailleurs. Ils sont venus nous chercher, Julien et moi, en disant on a fait un feu, on est tous ensemble autour du feu, et on aimerait bien parler avec vous, c'est dommage d'être chacun dans son coin. Donc c'est là où il y a un paradoxe de cet atelier, cette immersion avait aussi pour vocation de relier les étudiants dans une période où finalement c'est un peu le dernier moment. Et puis on a proposé, de manière paradoxale, de les éclater sur le site. Et l'humain, le social a eu le dessus. Ils se sont réunis, malgré nos indications contraires. Et ils ont refait un village, ils ont refait un feu. Et finalement, c'était un moment de convivialité et de, quelque part aussi, de sécurité. Mais là où la plupart, enfin certains m'ont dit qu'ils avaient eu très peur, c'est quand il a fallu quitter ce foyer pour aller dormir seul. En fait, ils ont juste repoussé la peur. Ils l'ont décalé un peu plus tard. Mais il y a forcément un moment donné où il fallait partir dans le noir, parce qu'on n'a pas de lampe torche. Et quand ta tente est à 50 ou 100 mètres dans la forêt, tu peux partir 5 mètres à droite trop loin et tu la vois pas, tu la retrouves plus. Ta tente, on a eu du mal à la retrouver. Hein. Ah oui. Voilà, ça c'était intéressant. Et qu'est-ce que tu en as retiré, Val, de cette expérience? Alors, j'ai dû un peu réévaluer comment je me relationne avec cette nature. Toute ma vie, j'avais cette impression que j'avais une forte relation avec la nature, qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire parce que j'aimais les animaux, j'aimais les plantes, j'aimais les espaces verts. Voilà, c'était fait, quoi. Et si j'en ai retiré quelque chose, c'était qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, ou plutôt des barrières qu'il faut que j'enlève. Que tu peux pas juste conceptualiser cette nature et t'imaginer d'avoir une relation avec elle. Tu dois créer une relation physique avec. Ouais. Il n'y a pas deux expériences qui se ressemblent. On était parti l'année précédente dans un format différent et une autre expérience s'est produite. De toute façon, c'est aussi l'idée. On espère pouvoir reproduire ces expériences et à mon échelle, j'avais mis sous silence ce type d'expérience immersive le temps de l'écriture. C'est vrai qu'il y a eu toute une période où je ne suis plus parti parce que j'avais besoin d'arrêter. C'est un peu comme quand je suis arrivé au concours d'entrée de ce qui s'appelait à l'époque les Arts Déco, la IR. Je suis arrivé au concours d'entrée avec un dossier de peintre et de peinture. Ouais, merci beaucoup, Val. Merci beaucoup. Ça ne me surprend pas que tu sois la seule à être là ce soir. Elle a quand même séché sa remise de mémoire. Elle a normalement une soutenance de mémoire de 5e année. Et elle a été le décalée pour être là, quoi. Elle a ses priorités. C'est un des moments les plus importants de l'année, mais bon. Oui, moi j'ai mis sous silence ces expériences le temps de l'écriture. C'est un peu comme quand je suis arrivé à l'école des Arts Déco, on m'a dit mais t'as un dossier de peintre, mais c'est bien, mais tu pourrais faire toute ta vie la même chose sans te poser la question de pourquoi tu le fais. Et là j'ai eu aussi besoin de m'arrêter, d'arrêter ces expériences d'immersion pour me poser la question de pourquoi je le faisais et à quoi ça pouvait amener. Ce qui a produit finalement ce livre. Et maintenant je me sens prêt à nouveau à m'embarquer et à embarquer d'autres personnes dans l'aventure. Mais voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Et je serais ravi de poursuivre l'échange si vous avez des questions, si vous avez des réactions. Je vais aussi mettre en partant un petit, totalement paradoxal, un petit QR code qui vous permettra d'accéder à un petit formulaire sur lequel, si vous avez envie de me laisser un message en réaction, vous avez peut-être envie de me dire des choses là et ça serait encore mieux, mais vous avez peut-être des choses qui vont arriver tout à l'heure ou demain, et envie de me dire des choses. J'ai créé cet espace pour qu'on puisse continuer l'échange. Avec ce QR code que je vais afficher tout à l'heure, vous pourrez retrouver un petit formulaire au travers duquel vous pouvez m'envoyer quelque chose. Un mot, une phrase, une pensée, quoi que vous ayez envie de dire. Mais voilà, je voulais juste maintenant vous donner la parole si vous en avez envie. Si vous avez peut-être des questions à poser, ou je fais circuler le micro, comment on fonctionne, Olivier? Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup pour Bonsoir. pour votre partage d'expérience et de connaissances. J'ai plein de questions, mais je vais peut-être pas toutes les poser parce que faudra faire passer. Mais je voulais savoir, du coup, vous dites que ça fait une quinzaine d'années que vous expérimentez ces retours
à la nature, je sais pas comment. Et vous avez parlé au tout début de Into the Wild. Ouais. Du coup, est-ce que c'est des lectures ou des rencontres, enfin, qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce regard sur le monde Ouais, j'ai pas assez détaillé, c'est vrai, c'est plutôt de manière intuitive, une sorte d'appel. Il n'y a pas de lecture particulière. Alors c'est vrai que j'ai grandi plutôt proche de la nature, avec une famille et un père qui m'a beaucoup amené à parcourir les rivières, les champs, les forêts. Donc j'ai grandi quand même là-dedans. C'est arrivé juste après que j'ai quitté, quelques années après que j'ai quitté l'Aïr, et où j'étais à cette époque totalement imprégné par une certaine forme de culture héritée de l'Aïr, le land art par exemple. L'exposition très emblématique Quand les attitudes deviennent formes, qui date des années 70-80, d'Aral Zeman, résonnait un petit peu en moi aussi au moment où je suis parti, m'immerger en me disant, mais dans une pratique artistique, une attitude peut devenir une forme. Mais j'ai plutôt souhaité ne pas tomber dans l'escarcelle de l'art et en faire totalement quelque chose de différent. Donc j'aurais pu me dire, voilà, j'ai une pratique d'immersion en milieu naturel, c'est une forme, je produis quelque chose de... Mais j'ai préféré que l'expérience vive sa propre vie sans la rattacher à quelque chose de préexistant. Donc sans prédétermination, je voulais que l'expérience mène là où elle mènerait, de manière complètement intuitive et sans a priori. Et est-ce que vous vous êtes renseigné avant de partir pour la première fois ou les premières fois? Est-ce que vous avez étudié des livres ou des choses Alors, c'est vrai pour la forêt comme c'est vrai pour la plupart des pays dans lesquels je suis parti à l'étranger, dans des pays un peu tordus dont j'ai parlé il y a 3 ans. Je ne sais pas si j'ai bien été monté à la naissance, mais je ne me renseigne pas à l'avance. Je n'ai pas non plus vraiment développé un fort sens du risque, ce qui finalement me permet de partir le cœur beaucoup plus léger. Dans mon entreprise que je dirige aujourd'hui, j'ai un associé qui a amené cette culture du risque que je n'avais pas. En fait, il était toujours surpris de me voir partir à l'étranger. Il me dit, mais t'as prévu, t'as vu, tu vas faire quoi, tu vas voir qui, tu vas aller où? Bah, je sais pas. Et en fait, l'expérience d'immersion fait aussi... ça fait partie de l'expérience que de ne pas préparer. Donc c'est vrai qu'au début, je suis parti comme ça, spontanément, sans préparer. Avec de l'intuition et de la volonté, de la détermination, mais sans vraiment préparer grand-chose. J'ai juste une dernière question après. Mais du coup, là, ce que vous nous apportez comme connaissance, ça a un peu l'air d'être une réponse à ce qui se passe aujourd'hui, au niveau de la crise écologique qu'on traverse. On peut parler de l'anthropocène et tout ça. Mais du coup, vous dites que vous ne voulez pas rendre ça politique, mais en même temps, est-ce que du coup, si tout le monde arrivait à être son propre chaman, ça réglerait un petit peu ce problème de déconnexion? Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut transmettre ces connaissances-là à le plus large public possible? Est-ce qu'il faudrait faire un parti politique de ça? Ou est-ce que c'est juste comme ça, les personnes que vous avez la chance de rencontrer, vous partagez ça et puis sinon... Ouais, c'est une vraie, très bonne question. Je pense que c'est une démarche totalement politique, mais dans une façon revisitée de la politique. On n'est plus dans la politique classique, on est dans une politique du tout, et de la relation au tout, pas uniquement de la relation entre êtres humains. C'est Hannah Arendt qui disait que le politique, c'est ce qui se loge entre les êtres humains. Là, on n'est pas entre ce qui se loge entre les êtres humains, mais entre l'être humain et les autres, et la société, et soi-même, et le tout. Donc on est dans une démarche politique assumée, ça c'est clair. On ressource le politique en faisant ça. Après, à ta question très pertinente de dire, mais est-ce qu'il faut en faire un parti? Est-ce qu'il faut en faire un gourou aussi? La question peut se poser. Justement, pour moi, la réponse est dans la question. Il faut absolument sortir de cette logique du petit gourou, de celui qui sait. Toute cette démarche vise justement à rendre cette forme de connaissance réappropriable par tout un chacun, à sa façon, à son échelle, à son rythme, dans sa propre culture, dans son propre univers, à plusieurs ou seul, s'il veut, sur son chemin. Il n'y a pas un chemin, il y en a plein. Il y en a autant que de personnes.
Donc c'est une forme un peu particulière de transmission de disposition, mais je dirais que à l'heure où on parle, j'ai pas de réponse sur cet aspect-là. Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de devenir un gourou, j'ai pas envie de créer un parti. Par contre, ce que je sais, et ceux qui travaillent avec moi à mon quotidien, dans mon quotidien le savent, quand on se lance dans ce type de démarche, on fait société différemment. On n'interagit plus avec les autres, on n'interagit plus avec la société de la même façon, et on n'interagit plus avec la Terre de la même façon. Mais cette interaction, elle se joue à l'échelle de chacun. Chacun a dans ses propres mains la capacité de faire bouger les choses s'il le souhaite. Je reboucle avec Joseph Beuys, dont j'ai parlé dans l'introduction de la conférence sur les textes qui circulaient. Joseph Beuys parlait de sculpture sociale. Il disait « Chaque être humain est un artiste qui peut se saisir de sa propre liberté pour sculpter la société dont il a envie. » Moi, je pense que en miroir, chaque être humain est un chaman qui peut se réapproprier cette capacité à naviguer en profondeur avec la Terre et interagir avec elle de manière pleine et sensée. On est sur ce type de logique-là et qui laisse la totale liberté à l'individu de s'engager dans cette démarche ou pas. C'est pas une réponse à ta question ou c'est une réponse déportée, mais c'est une réponse qui appelle à l'expérience individuelle. Vous parliez du modèle de la ZAD. Est-ce Ouais. que vous pensez que ces modes de vie et donc aussi, par exemple, le système de la micronation, c'est un système qui est désirable par les gens, et donc est-ce que ce serait possible de changer complètement de mode de vie? Alors, quand on raisonne à l'échelle de notre société, je pense que ça ne tient pas. On est obligé de trouver des échelles intermédiaires de rapport à la Terre qui ne soient pas des zones d'exclusion. Le zadiste s'exclut, malheureusement, même si sa démarche peut être légitime et fondée de résister à un projet dont il ne veut pas, et à un modèle de société dont il ne veut pas. Il résiste et il n'est plus en lien avec la société, il est contre. Donc il faut trouver, je pense, des moyens de faire société de manière globale et intégrée. Et c'est des réflexions que je mène en ce moment parce que je n'ai pas la réponse non plus. Je pense qu'on a besoin de revivre la Terre aussi à l'échelle de ce qu'on appelle un territoire. C'est-à-dire que c'est cette zone habituellement administrée par le politique, le territoire. Mais c'est aussi ce territoire sur lequel on vit, qu'on partage ensemble. Et que probablement, il faut aussi repenser la façon dont les entités, entreprises, administrations, collectivités, interagissent avec le territoire et donc avec la Terre. Et tout mon travail aujourd'hui consiste à remettre un fil à plomb avec toutes les structures, avec tous les individus que je croise, et les reconnecter individuellement dans chacune de leurs démarches, dans chacune de leurs écosystèmes à la Terre. Un fil à plomb qui te relie à la Terre. Et donc, à ta question, est-ce que la ZAD ou la micronation est une réponse possible? C'est une réponse locale possible, c'est un chemin. Mais je ne pense pas que ça puisse être une réponse de société. Pour autant, ça montre une voie. Et on a besoin de gens qui secouent la société. Ce livre, quelque part, est une façon de secouer notre société et notre civilisation. Le zadiste secoue la société et la civilisation. Dans les librairies, j'ai pris la photo pour rire, on met mon livre à côté du dernier bouquin d'Extinction Rebellion. C'est pas pour rien, on est en train de secouer la société, à chacun à notre façon. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, elle est pas encore totalement, elle est un peu floue encore dans ma tête, mais je vais essayer de la poser le plus clairement possible. Vous aviez dit par rapport aux nouvelles technologies que ce genre de technologie individualisait totalement la société en rendant ça comme une sorte de personnalisation et de chaque individu est tout seul et que ça fait pas société en soi, enfin ça fait société mais pas d'une manière non péjorative d'après de ce que j'avais compris de vos propos. Et comment vous faites et j'ai l'impression aussi que votre démarche c'est l'individualisation totale de chacun où il doit être seul avec lui-même et grandir par lui-même. Et est-ce que quelle est votre position là-dessus et est-ce que c'est vraiment viable ou bien ou je ne sais comment votre propos
Et vos réflexions sont par rapport au fait d'individualiser et de vraiment être chacun dans sa propre expérience, comme c'est déjà le cas dans nos sociétés actuelles? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est des moments. C'est-à-dire que tu dois, enfin, à mon échelle, c'est des moments d'expérience. C'est pas une expérience unique et totale et permanente. Et je suis bien là avec vous pour parler. Donc c'est pas une expérience individuelle parce que je la partage et j'emmène des gens avec moi aussi. Cela dit, il y a des moments nécessaires de concentration dans une pratique qui peuvent appeler à être seul parce que c'est la solitude qui mène dans les bonnes conditions. Je l'ai dit, je pars jamais plus que quelques jours. Le praticien de yoga, le praticien de la méditation, la plupart des il y a un certain nombre de pratiques qu'on peut qualifier de spirituelles ou de reconnexion à soi ou à un certain nombre de choses qui sont solitaires. Mais ce sont des moments et on en a besoin pour encore mieux vivre la connexion au tout et à l'autre. Et il y a ces moments nécessaires de reconnexion à soi dans le tout. Donc je pense que c'est pas du tout incompatible à partir du moment où c'est vécu comme des moments forts. Et en aucun cas dans une démarche d'ermite qui part seul définitivement. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Bonjour. Moi, je voulais juste vous demander si, par moment, il y a des choses qui vous ont fait vous dire que vous alliez plus repartir, et si après vous êtes posé, après ne pas être parti pendant un certain temps, qu'est-ce qui vous a fait repartir, et est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être pas devenu un besoin, mais qu'en tout cas c'était quelque chose plus qu'une expérience politique, quelque chose vraiment qui vous était agréable? Ouais, c'est une vraie question. En fait, c'est une forme de, je dirais pas d'hygiène de soi, mais quelque part, prendre soin de soi et dans cette relation particulière, c'est pas nécessaire de le faire tout le temps, mais ça revient régulièrement. Et puis il peut y avoir des appels. Il y a eu des appels auxquels j'ai répondu. Je ne vais pas dire pourquoi. Je ne vais pas dire pourquoi sur un coup de tête je suis parti en Sibérie. C'était un appel. Je ne vais pas dire pourquoi je suis parti dans une forêt primaire dans les Ardennes. C'était une intuition qu'il fallait que j'y aille. Donc c'est pas programmé. Je sais écouter mes intuitions aussi et créer les conditions pour que ça puisse se produire et m'extraire de la société temporairement. Et ça s'est fait de manière régulière et je pars pas toutes les semaines non plus. Je pars quelques fois par an. Et ceux qui me connaissent le savent. Je suis pas tout le temps parti non plus. Mais suffisamment régulièrement pour que la pratique s'installe et se développe. J'ai encore une question, c'est un peu con. Ouais. Mais je voulais savoir si quand vous partiez seul, vous partiez avec des chaussures. Je prends des vêtements et des chaussures, oui. Okay. Parce que je me dis, quand on se promène dans l'herbe, en tout cas dans l'herbe coupée, quoi, c'est beaucoup plus agréable comme sensation d'avoir les pieds nus dans l'herbe que d'être en chaussures. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu dangereux avec les cailloux et tout de marcher pieds nus. Du coup, c'était une question un peu que j'avais... En fait, il y a un dosage que chacun peut trouver finalement. C'est à chacun de développer sa propre esthétique ou expérience, quoi. Peut-être que certains auront envie de partir pieds nus et du coup privilégier des univers où ils pourront marcher pieds nus. Dans le sable, dans l'herbe. Moi, je marche quand même beaucoup. Je ne m'interdis pas de marcher pieds nus dans une rivière pendant des heures. Mais il y a beaucoup de spontanéité. Je ne m'interdis pas de faire demi-tour, je ne m'interdis pas de tourner sur moi-même, je ne m'interdis rien en fait. Simplement, je pars un petit peu avec un minimum de choses. Un minimum, pas rien. Un minimum. J'ai trouvé le juste milieu entre partir avec rien et vraiment être dans des difficultés particulières et partir avec trop de choses et m'encombrer de choses qui vont empêcher que l'expérience puisse avoir lieu. J'ai trouvé mon dosage. Chacun peut trouver le sien, je pense. Je pense que vous vous souvenez quand on était pendant l'expérience, moi j'avais beaucoup de mal à avancer parce que j'ai des problèmes d'articulation et tout ça. Justement, il y a ça que je pense on n'a pas trop en parlé, mais quand on parle du retour à la nature et de trouver ce dont on a besoin en soi-même,
on exclut souvent les gens qui ont besoin des conforts de la société pour exister, les gens qui sont en condition d'handicap, les gens qui ont des maladies. C'est très lié à ce truc de peur de la mort, mais vous trouvez qu'une personne qui a un handicap ou un besoin vraiment médical peut quand même faire cet exercice, et jusqu'à quel niveau, quoi? En fait, on s'interroge aussi à chaque départ. Quand j'emmène quelqu'un, je me pose des questions. Je pose des questions à savoir qui a des difficultés, qui a des problèmes qui ne permettraient pas de jeûner, par exemple. C'est une vraie question, je n'ai pas de réponse, puisque chacun va devoir trouver ses propres capacités et son propre chemin. Tu as eu le courage, et je crois que tu as payé longtemps après coup, pendant des semaines. Pendant une semaine, je pouvais pas me lever sans avoir une barre, quoi, mais Ouais. ça allait. On s'est tous un peu organisés sur le moment pour marcher plus lentement, pour t'attendre longtemps. Et ça nous a fait aussi construire une autre forme de relation à toi et aux autres. Ça, je trouvais que c'était très chouette. Après, tu as pris sur toi aussi, énormément, et on l'a su peut-être un peu trop après coup. Finalement, cette immersion, dès le début, on savait qu'on pouvait la vivre à partir du moment où on était descendu du bus quelque part, on faisait quelques mètres et ça pouvait démarrer là. Rien ne nous obligeait à partir loin, rien ne nous obligeait à faire des heures de marche. On aurait pu marcher 25, 50 mètres, un peu plus, et ça pouvait suffire. On n'a pas besoin de partir très 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 loin. Moi, j'ai la pratique de la marche, parce que ça fait partie des éléments de l'hypnose et de la, comment dire, je m'assomme de pas. Comme je m'assomme de tout ce que je peux trouver pour m'assommer. Quelque part, toi, dans tes conditions particulières, il ne faut pas que tu partes aussi loin. Il faut que tu trouves des conditions pour t'isoler beaucoup moins loin, et qu'on te dépose quelque part, et qu'on te laisse là, et qu'on vienne te chercher. Et ça peut, à mon avis, marcher aussi. Tu as des personnes qui vont s'immerger dans une hutte de sudation et qui vont vivre le même type d'expérience. Chacun développe son propre protocole d'expérience. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me dit: ce que tu me racontes là, moi je vis exactement la même chose dans des huttes de sudation. Je suis dans une hutte avec plein de vapeur, j'ai 60 degrés, j'ai hyper chaud et je pars en transe. Pour lui, c'est pas la peine de faire des kilomètres dans la forêt, et ça se fait en quelques heures. Donc quelque part, il y a plein de façons de basculer dans des états un petit peu modifiés de conscience qui te permettent d'interagir différemment que la Terre. Et probablement qu'il faut mener des recherches pour que chacun puisse trouver son propre schéma d'expérience. Et j'ai aussi une question justement sur la peur de la mort. Vous avez parlé du retour à la Terre, et je me demandais si vous étiez plus dans la logique d'accepter la mort en soi, d'accepter ce retour à la nature, ou plutôt d'accepter la peur de la mort, que c'est une réalité. Les deux. Ouais. Je pense que c'est les deux. Je pense que j'ai accepté la peur de la mort comme la mort, en fait. Mais avec la volonté de revenir. Celui qui... Comment dire? J'aime pas la métaphore, mais j'en trouve pas de mieux. Celui qui cède à l'ivresse des profondeurs, il meurt en le sachant ou sans le savoir, il cède. Quand on part en immersion, à un moment donné, on peut basculer et se dire: bon, à quoi bon revenir? Je suis bien là, et je pourrais rester une éternité, quelques jours, et je reste là, et ça s'arrête, et c'est bien. Je pense qu'il faut à un moment donné dépasser la peur de la mort pour pouvoir vivre ces expériences, vraiment, complètement. Et faisant chemin, en dépassant la peur de la mort, on accepte le fait qu'on n'est qu'un tissu de matière, de poussière d'étoiles, appelé à être recyclé dans un grand recyclage permanent. Donc on fait encore plus corps avec l'univers quand on accepte la mort, je pense. On prend une dernière question. Ouais, rapidement. Je vais reprendre le fil là que vous avez posé avec Hannah Arendt, qui disait que la politique, c'est ce qui est entre les individus. Dans un autre texte, elle parlait des oasis à partir desquelles on voyait le désert progresser. Et la question que je me pose, c'est par rapport à cette démarche qui est très très intéressante et enthousiasmante, hein, mais dans quelle mesure cette démarche reconnexionniste là, elle permet d'entraver ou de contrarier
le chemin de civilisation qui est ce chemin de destruction là qu'on voit à peu près partout. Parce que au bout du compte, c'est pas tant de nature dont il est question, parce que vous l'avez dit, forêts ou autres espaces naturels entre guillemets ne sont pas des espaces naturels, ils sont éminemment exploités, surexploités. Et je ne sais pas dans quelle mesure on reconnecte avec la nature, si ce n'est avec une certaine forme assez contenue quoi, d'espace. C'est pour ça que territoire, c'est peut-être plus juste que nature, il me semble. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité posée définitivement. On est dans une réalité vibrante. Après, il y a aussi par rapport à l'oasis dont vous parliez et le mirage, moi je mettrais aussi l'utopie. L'utopie, c'est ce qui va advenir, ce qui n'est pas encore réalisé, ce vers quoi on tend. Le mirage aussi, c'est vers quoi on tend. Alors c'est vrai que plus on s'en approche, plus il disparaît. L'utopie, à l'inverse, je pense que plus on s'en approche, plus elle se matérialise quand on en a l'énergie, en fait. Et cette démarche m'a donné l'énergie de donner corps à mes utopies. Donc c'est dans un chemin inverse. Plus je m'approche, plus je rentre dans cette démarche, et plus mes utopies prennent corps. Mais pas seul, ça se fait en société. Ceux qui travaillent avec moi le savent. On donne corps à nos utopies, et c'est loin d'être des mirages. Simplement, il faut de la détermination, de la persévérance, du temps. Il faut se donner du temps pour cheminer et pour transformer les choses. Transformer notre société, ça ne se fait pas en un coup de dé, ça ne se fait pas en un coup de marteau non plus. C'est une démarche longue, progressive. C'est pas destructeur, c'est constructeur. Donc, on ne peut pas détruire pour reconstruire. Je pense qu'il faut travailler les choses, cette matière, de l'intérieur. C'est le choix qu'on a fait, c'est le parti qu'on a pris de travailler la société de l'intérieur. C'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je suis dans la société. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que c'est une logique inversée. L'utopie versus le mirage. Parce que je pense à un autre ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui pourrait faire le pont avec le vôtre que j'ai pas lu encore, qui s'appelle Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, où justement il parle non pas de décivilisation, mais de déstauration. Et alors le terme, je ne l'ai pas encore très bien compris. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il s'attache, les trois auteurs de ce bouquin, à imprimer un mouvement pas de destruction, mais de déstauration. C'est-à-dire que tout ce qui est toxique, tout ce qui est extractiviste, tout ce qui est de nature comme ça, à polluer de façon très visible l'espace dans lequel on vit, il s'agit pour eux de les fermer. C'est-à-dire qu'on en hérite, mais on n'a pas fait le choix d'en hériter, et il s'agit maintenant de fermer. Et du coup, il parle de redirection écologique, c'est-à-dire d'envisager complètement autrement le rapport qu'on entretient avec ces choses dont on hérite et dont on ne veut pas. Voilà, enfin, j'ai pas encore fini la lecture du bouquin. On est obligé de partir d'un point où on est pour aller à un point où on veut aller. On ne peut pas faire de saut quantique d'une réalité à l'autre. On est obligé de transformer la réalité de manière progressive. Je peux partir en transe ou dans un rêve, je transforme la réalité, mais la réalité, par contre, matérielle, existe là, et je suis obligé de la bifurquer. Cette bifurcation, je suis d'accord. Et il y a aussi quelque chose, je pense que cette transformation de la réalité ne pourra se faire que par l'éveil des consciences. Tant qu'il y aura une demande, il y aura une offre. Tant qu'il y aura des gens qui branchent du gaz à leur maison, il y aura une offre de gaz. Donc c'est l'offre qui crée la demande, c'est la demande qui crée l'offre, les deux vont ensemble. On ne peut pas mettre la responsabilité uniquement au niveau de l'opérateur de l'infrastructure, je pense qu'il faut le mettre aussi du côté du consommateur, donc éveiller les consciences. On n'a pas trop le choix pour que tout bouge dans le même sens. Justement, l'éveil des consciences, on n'a jamais vu apparaître autant de bouquins, oui. Notamment White Project, justement de cette philosophie reconnexionniste entre Vinciane Després, Baptiste Morisot et consorts. Il y en a vraiment plein. Et plus encore. Et je ne sais pas si la prise de conscience, là, pour le coup, parce que c'est plutôt intéressant comme lecture, hein, et c'est même, inspirant. Mais encore une fois, là, pour le coup, le chemin, j'ai l'impression qu'il est long, et le temps qui est donné, on l'a pas, quoi. Voilà, c'est juste...
je ne pourrais pas apporter de réponse à ce défi. C'est le défi qu'on doit tous relever. Merci beaucoup. Et juste pour finir, je voulais relier à la première conférence que tu avais faite il y a 3 ans, qui s'appelle Rencontre avec un infranaute. Parce que là, il y a tout un versant du travail de Bertrand que vous ne connaissez pas, en fait, peut-être pour la plupart. C'est son métier, en fait. Et c'est là d'où il vient. Et c'est vraiment très intéressant, peut-être, d'aller voir cette conférence qui est toujours sur notre chaîne Vimeo, où on voit vraiment un peu les origines et peut-être une façon de mettre en application ou de mettre en œuvre finalement un peu tout ce que tu décris là. C'est peut-être aussi ta pratique professionnelle et comment elle a évolué. Les deux se nourrissent, ouais. Donc c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est de faire ce lien aussi. En tout cas, merci de votre attention. Une conférence de 2 heures, on n'a jamais fait, donc c'est très bien. Bravo. Je les ai pas vus passer, désolé pour vous. Bonne soirée. On a aussi la chance d'avoir la Tache Noire, notre voisin libraire qui a apporté quelques livres. Si quelqu'un veut se le procurer, ils sont là. Mais on a eu du mal à les amener ici. Donc soit vous êtes intéressé, vous pouvez en prendre un, sinon il se trouve partout en librairie. Merci beaucoup.